fameuse expérience de paysage. Donc j'ai le plaisir ce matin d'avoir à mes côtés Gilles Tiberghien, qui est un grand philosophe, de l'esthétique, du land art et du paysage. C'est ma vision. Et qui du coup docteur agrégé en philosophie, enseigne à Paris 1 depuis de nombreuses années ses cours d'esthétique et a aussi enseigné le paysage, on va dire la philosophie du paysage, à la fois auprès de Georges Descombes à Genève dans l'école d'architecture, mais aussi à l'école de paysage de Versailles-Marseille, dans laquelle il a enseigné de nombreuses années à toute une génération de paysagistes, aux côtés de Jean-Marc Besse en duo, la philosophie du paysage. Et vous nous avez légué d'ailleurs les carnets du paysage, une revue que vous co-dirigez encore actuellement à l'école de paysage de Versailles. Nous avions déjà invité les carnets du paysage dans une conférence au pavillon de l'Arsenal, qui sont aussi filmés dans nos archives. Donc Gilles a publié de nombreux articles et édité aussi, est auteur de nombreux livres, dont le livre sur le land art que de nombreuses personnes connaissent. Ça, c'est la version 93 de ce livre. Ce livre, en fait, c'est surtout ton travail et ta passion pour le land art, et donc c'est à la fois des enquêtes historiques que tu as fait, mais c'est aussi le résultat d'expériences sensibles que tu as vécues lors de tes voyages, et aussi des traductions que tu as fait qui ont aussi servi la profession, les personnes intéressées par le land art, pour comprendre un peu mieux ce mouvement qui a été né aux États-Unis, et finalement tu es devenu le spécialiste du land art en France, enfin un précurseur pour nous montrer ce travail-là. Et donc nous, avec Adrien Fourès, on avait envie que tu nous fasses le cours du land art, et depuis longtemps, mais finalement c'est très bien que ça tombe un peu aujourd'hui, maintenant, au moment où je dirais tout le monde s'intéresse à la planète, au changement climatique, et les artistes et les paysagistes partagent énormément ce travail in situ, on a énormément de médiums communs, et on est en lien en fait avec la Terre, et cette idée que la planète est un chef-d'œuvre ou alors un musée à ciel ouvert. Donc on t'a demandé de nous faire ce cours un peu en lien avec la profession, et tu nous as proposé ce titre, Art du paysage et paysage dans l'art, et on est très heureux de t'avoir avec nous ce matin. Merci beaucoup. Merci Béatrice, merci Adrien pour l'invitation. Donc en fait, je ne vais pas vous parler de land art, bien que je vais vous en parler en fait, mais je vais pas faire un cours sur le land art, je vais pas faire une intervention uniquement sur le land art, parce que je pense que d'abord c'est énorme, il faudrait trop de temps, et déjà ce dont je vais vous parler prendra le temps que ça prendra réglementaire, mais ce sont d'énormes sujets en fait, donc je vais essayer d'être, l'exercice c'est un peu compliqué pour ça, d'être aussi synthétique que possible, tout en vous donnant des exemples de ce dont je parle. Et le land art, vous verrez, sera incorporé en quelque sorte, il sera là, mais pas, ça sera pas quelque chose qui va historiquement tenter de définir le land art, d'où il vient, comment il procède, enfin, ceux qui sont ces acteurs désignés et pas forcément officiels, etc. C'est un terme d'ailleurs qui est sujet à multiples questionnements. Et puis, d'autre part, il y a aussi l'idée que, et aujourd'hui c'est un débat, le land art, bon, alors est-ce qu'ils se sont intéressés vraiment à la nature, est-ce que ce sont des gens qui ont atteint au sens, ils ont touché à cette nature sans la considérer vraiment, etc. Il y a beaucoup de débats, évidemment, autour de ça. C'est un mouvement historique, hein, j'en reparlerai, mais qui, en gros, naît en 68, autour des années 68, et se termine pour moi de façon technique en 73. Enfin, il se termine pas, mais si vous voulez, c'est 5 ans en fait de grande activité qui voit les acteurs principaux de ce mouvement agir et procéder à des réalisations aujourd'hui connues, spectaculaires, mais qui vont entraîner ensuite d'autres acteurs. Alors qu'on pourra appeler d'ailleurs autrement. C'est d'ailleurs probablement préférable plutôt que... ouais, merci. Bon, peu importe. En tout cas, ce sont des questions, disons, épistémologiques sur lesquelles j'ai pas traîné. Je vais commencer donc à tenter cet exercice qui est art du paysage. Vous parlez de ça, art dans le paysage. Alors, les artistes qui
pardon, les artistes qui travaillent dans la nature ne sont pas nécessairement concernés par le paysage. C'est en effet le cas des land artistes, des artistes du land art. On dit toujours c'est des artistes qui travaillent avec la nature, d'accord, mais avec le paysage probablement pas tant que ça, et certains même pas du tout. Aujourd'hui, il y a d'autres artistes qui s'intéressent aux végétaux, qui s'intéressent à d'autres formes d'art dans la nature, aux cabanes, etc., et qui ne sont pas des artistes du land art. Alors, que le paysage soit l'objet de l'art, ça suppose la mise en évidence d'un certain nombre de ses traits, disons, les plus saillants, et peut-être que les repérer permettrait de mieux comprendre comment un art dans le paysage n'est pas nécessairement un art du paysage, différent lui-même de la pratique de ce qu'en France on appelle les paysagistes, qui est un terme vraiment très français, puisque vous savez que il est hérité d'un vocabulaire pictural, enfin, qui désignait les peintres de paysages en bonne langue et qui désigne aujourd'hui les concepteurs de paysages en France, mais les Anglais et les Allemands n'utilisent pas ce terme. Alors, donc on a beau gloser indéfiniment sur ce que c'est qu'un paysage, la divergence évidemment entre les avis autorisés est considérable, comme vous le savez, mais si on observe néanmoins de près les définitions classiques qui ont pu être données du paysage, on remarque un certain nombre d'invariants. En particulier le point de vue, l'étendue et la limite. Et ces invariants sont compris dans la définition du dictionnaire, c'est-à-dire, je la donne simplement, le paysage c'est une étendue de pays que l'on embrasse d'un seul point de vue. C'est ça la définition classique que vous trouvez dans le Robert par exemple. Toute chose qui, plus ou moins d'ailleurs, renvoie à la perception, sous l'égide de la perception, autrement dit, renvoie à une construction perceptive, pour ne pas dire liée à la perspective. D'ailleurs, on peut remarquer que se borner au seul sens de la vue, c'est sans doute un peu restrictif, parce que l'étendue et la limite, précisément, relèvent aussi d'autres sens. La tactilité, par exemple, ce que remarquait bien Bernard Lassus quand il parlait, pour un paysage, d'échelle tactile, par opposition à l'échelle proprement visuelle. Alors, en tout cas, plutôt que de m'en tenir au point de vue des historiens de l'art, par exemple, qui est important, auquel on pense souvent quand on parle de paysage, cette notion apparaissant historiquement, en gros, vers le XVe siècle, plutôt que de s'en tenir au point de vue des historiens de l'art, on peut aussi partir de l'approche des géographes et dire que suivant que l'on considère le paysage du dedans, comme un lieu où vivent des individus, donc comme un espace de perception, disons, ou du dehors, en fonction d'impératifs économiques, techniques, voire esthétiques, comme un lieu d'aménagement et de construction, donc un espace cette fois de production, la définition que l'on donnera du paysage variera. Mais il est probablement réducteur d'envisager ces deux espaces l'un sans l'autre, de se contenter, disons, de ce qu'on pourrait appeler une phénoménologie du paysage, privée de toute autre considération sur sa formation géologique, par exemple, son évolution géographique, ses aléas historiques, enfin toutes choses qui entrent aussi dans la définition des paysages et qui sont autant d'éléments dont tiennent compte artistes et paysagistes. Alors, la perception à l'origine de la représentation d'un paysage ne suffit pas à l'expliquer, bien sûr. Et il faut éviter la confusion entre ce qui permet de saisir la formation d'un paysage et ce que l'on pourrait appeler sa réception ou son interprétation sociale. Cette façon de prendre en compte la dimension aussi bien physique qu'humaine des paysages, c'est une leçon de John Brinker Jackson, une leçon qu'il sera méditée en son temps. Alors, Jackson, c'est ce paysagiste américain dont vous devez avoir entendu parler maintenant, puisqu'on l'a édité depuis une vingtaine d'années, avec Jean-Marc Besse en particulier, Sébastien Marot et d'autres, et ces textes sont désormais disponibles assez largement. Jackson qui a renouvelé au fond les études sur le paysage de son époque en sortant de cette façon de regarder sous l'égide de l'histoire de l'art et en s'intéressant à la dimension sociale et politique du paysage
pour montrer que le paysage est aussi le reflet de la façon dont les individus vivent, la manière dont c'est une traduction en quelque sorte de mode de vie et d'usage. Alors, si on revient maintenant, après cette petite introduction, aux éléments classiques qui constituent le paysage, c'est-à-dire le cadre, le point de vue et l'horizon, on s'aperçoit que même chez des artistes contemporains, comme certains artistes du land art, ils sont essentiels. Alors, je vais commencer par l'horizon. Alors, l'horizon au sens général. Et c'est en observant l'horizon que Robert Smithson, donc cet artiste majeur du land art, qui est mort en 73 précisément, non pas en s'écrasant sur la spirale Joty, comme c'est dit parfois, mais en s'écrasant en avion sur un site sur lequel il voulait intervenir, et l'accident d'avion a provoqué sa mort, c'est du propriétaire et c'est du pilote. Mais spirale Joty, j'ai pas mis la date d'ailleurs, c'est 70-71, c'est donc peu d'années avant sa mort. Et donc c'est en observant l'horizon qu'il a eu l'idée, dit-il, hein, c'est dans ce texte qui s'appelle Spiral Joty justement, qu'il a eu l'idée de cette œuvre emblématique. Au début, il voulait construire une sorte d'île au milieu d'un lac de couleur rouge, comme on en trouve en Bolivie. Et ayant appris que la présence de micro-organismes dans l'eau lui donnait cette même coloration, en certains endroits du Grand Lac Salé, il s'est dit que c'était plus simple finalement que d'aller là-bas construire cette spirale, et il s'est orienté vers cette solution-là, vers ce Grand Lac Salé. Alors c'est quelqu'un qui vient de l'Est, hein, et comme Nancy Hall, comme beaucoup de ces artistes, et qui ne connaissait pas l'Ouest. Alors ça a été une découverte en même temps de ces territoires extraordinaires pour des gens qui sont des urbains essentiellement, comme il l'était, ce qui était moins une découverte pour d'autres acteurs du land art comme Demaria, qui venait lui de l'Ouest, ou Michael Heiser. Alors, c'est quand il arrive sur le Grand Lac Salé qu'il décide de changer en fait de son point de vue, parce que l'idée qu'il a au départ, c'est une île. Il veut faire une île au centre. Et puis, à ce moment-là, regardant ce qu'il a devant lui, il écrit, justement, tandis que je regardais le site, il se réverbéra sur tout l'horizon pour suggérer un cyclone immobile, alors que le vacillement de la lumière faisait trembler le panorama tout entier. Ce site, ajoute-t-il, était un rond-point qui s'enfermait dans une immense rondeur, et de cet espace en giration surgit la virtualité de Spiral Joty. Alors, l'horizon, ici, n'est pas perçu comme une limite immobile, mais comme un cercle de lumière, une matrice lumineuse que féconde l'image du soleil. Et d'ailleurs, si vous connaissez le film, on le voit bien, quand il va filmer en hélicoptère, il va s'ingénier à mettre le soleil au centre de la spirale à chaque fois. Et donc on voit cette stabilisation de l'image au centre qui fait comme une sorte de boule de feu tremblante et qui donne à la spirale à la fois une volumétrie mais en même temps une sorte de vivacité étrange et très très puissante et qui traduit bien le sentiment qu'il a lorsqu'il est à ce moment-là sur le Grand Lac Salé. D'ailleurs, si vous êtes déjà allé là-bas, moi en lisant ce texte, j'étais toujours frappé par cette dimension aussi très poétique de ce qu'il racontait. Mais je me dis, bon, d'accord, spirale, le mouvement de l'horizon, mais je suis allé 2 fois là-bas, et une première fois pour ne pas la trouver, parce que elle était sous l'eau monte et descend, donc cette première fois, je l'ai ratée, j'étais désespéré au bord de ce lac, donc j'ai pas pu la voir, mais c'était il y a 25 ans. Puis j'y suis retourné, je vous montrerai une image, avec une équipe de tournage, et là, elle était très visible. Elle était, non pas comme là, couverte de cristaux de sel, comme ça arrive parfois, mais elle était très visible. Et à ce moment-là, je me suis vraiment rendu compte, en regardant le paysage devant moi, que la courbure de la Terre était sensible et que ce mouvement de rotation était réel, en fait. Donc, c'est pas simplement une vue de l'esprit. Si vous allez là-bas, ce que je vous invite à faire, c'est manifeste, en fait. Vous avez ce sentiment que ça va tourner, quoi. Quelque chose se passe. Et l'horizon donc n'est pas perçu comme une limite immobile, mais comme ce cercle de lumière dont je parlais, et c'est même au fond du contact du ciel enflammé
dit-il, de la terre liquéfiée que naît l'œuvre. Voilà son texte encore. La bordure du lac devint la bordure du soleil. Alors là, c'est une image faite à l'intérieur quand quand vous êtes au centre de la spirale, et cette couleur rouge, hein, que vous voyez, qui est toujours là, qui est due à la présence d'algues. Et il y a ces cristaux de sel qui sont déposés. Donc la bordure du lac devint la bordure du soleil, une courbe bouillante. Ça, c'est un photogramme du film. Une courbe bouillante, une explosion se soulevant en une protubérance enflammée, la matière s'effondra dans le lac, s'y reflétant en forme de spirale. Alors, cette prose qui est magnifique, qui est très poétique, mais en même temps traduit bien le sentiment qu'on peut avoir quand on est là-bas ou quand vous regardez le film qu'il a fait de cette spirale. Je reviendrai sur le statut de ce film parce qu'il est très important et il ne faut pas le dissocier de l'œuvre matérielle puisqu'en fait tout cela compose Spiral Jetty. Il n'y a pas d'un côté l'objet et puis de l'autre sa représentation. L'ensemble, c'est Spiral Jetty. Alors cette circularité, elle est comme une ouverture au monde hein, que l'on retrouve dans l'Observatory de Robert Morris, qu'il a construit à Emmen pour l'exposition Sandsbeck, et qui ensuite a été démoli puis reconstruit. C'est construit à Flevoland, sur une étendue de pays extrêmement plate, un morceau de terre qui est gagné sur la mer. Et l'œuvre, elle est formée de 2 butées circulaires entre lesquelles on peut marcher. Et sur leur bord, vous allez voir, on voit un peu... sur leur bord, voilà, on voit ici des encoches, vous voyez, là et là. Et puis on peut traverser ici, et de l'autre côté, en venant, là c'est pris de l'intérieur, il y a une autre encoche. Donc un cercle dans un autre cercle. Donc ces encoches ont été ménagées pour créer comme des viseurs orientés vers le paysage suivant différentes positions du soleil. Et chez tous ces artistes, il y a toujours cet intérêt pour la position du soleil, la manière dont les œuvres sont orientées face au ciel ou sous le ciel. Et c'est donc, on le verra aussi le soleil qui détermine l'emplacement. Alors voilà la vue d'avion hein, de l'observatoire. C'est plus comme ça exactement maintenant parce que ça c'est au moment des travaux. Mais vous pouvez y aller. Hein. Allez-y, c'est pas très loin de Emmen en Hollande. À Amsterdam, c'est 2 heures d'Amsterdam, donc vous pouvez vous y rendre. C'est un endroit d'ailleurs de fête. Les gens vont boire, fumer, enfin bon, et en particulier au solstice, parce que c'est au solstice que le soleil est aligné dans les grands axes. Et c'est un lieu assez fascinant. Hein. Je vous montrerai. Est-ce que j'ai une autre image ici? Oui, voilà. Ça, c'est une image quand je suis allé faire un film là-bas. Ça, c'est l'équipe de tournage, mais ça vous donne. J'ai mis cette image parce que ça donne l'échelle en fait hein, des choses. Donc voilà comment elle est maintenant, comment il est l'observatoire. C'était en 2013. En gros, c'est comme ça. Vous voyez qu'on peut rentrer à l'intérieur, circuler, et on a ce paysage totalement plat en face, hein, totalement plat. Alors, c'est aussi le soleil qui va déterminer l'emplacement de ces énormes buses que Nancy Holt a installées en plein désert, et pour créer une œuvre qui s'appelle Sun Tunnels, des buses qui font 6 mètres de long, 2,50 mètres de haut, et qui ont été construites entre 1973 et 1976. Elle a fait, elle aussi, un film qui ressemble un peu à celui de Smithson. C'était l'épouse de Smithson, ils étaient très proches, très liés. Et il y a un peu ce désir, mais très intéressant, justement, de montrer comment c'est fait. Tout le processus de construction, si vous le regardez, c'est comme le film de Spiral Jetty aussi, c'est la construction de la spirale. Donc c'est se faire à l'œuvre qui est très intéressant, et pour les paysagistes, je pense aussi ça l'est énormément, parce que c'est pas simplement des objets qu'on pose et qu'on regarde et qui sont dans le paysage, ce sont des objets qui sont faits à partir du matériau propre au paysage, avec une ingénierie particulière et un regard d'artiste en même temps.
peut tenir à l'intérieur de chacun de ces oculi, en occupant physiquement le cadre d'une vue circulaire, je vous montrerai tout à l'heure d'autres images, qui est découpé sur un ciel rythmé de sommets faiblement accidentés, vous les verrez tout à l'heure dans l'oculus, et en plus c'est quelque chose qui vous protège du vent. Le vent souffle énormément sur ce désert, et donc vous avez envie de vous y installer en quelque sorte, de vous protéger à l'intérieur, et vous verrez ça a d'autres effets. Alors à chaque fois, le cadre est là. On a un cadre qui isole le spectateur, l'entoure, mais le sépare aussi, l'arrachant, on peut dire, d'une certaine manière, à l'effusion mystique avec le paysage, qui produirait ce sentiment proprement romantique, où la contemplation de l'immensité désertique pourrait l'entraîner. Et cette espèce de sentiment océanique qu'on connaît pourrait en effet nous atteindre si on était pris seul au milieu de ce désert. Et c'est ce qui se passe, et quand Nancy Holt raconte les premières impressions qu'elle a eues avec Smithson de ces paysages, c'était quelque chose d'extraordinairement intense et qui pouvait en effet ressembler à presque une expérience mystique. Là, on a un cadre, et le cadre produit autre chose. Le cadre isole, le cadre définit, et permet une sorte de recul qui donne en même temps une force considérable à ces spectacles naturels où l'horizon est central, même s'il n'est pas toujours centré, comme on le voit dans certaines images dont il occupe le quart supérieur, voilà, le dernier cinquième. Alors je pourrais vous montrer voilà, alors enfin je reviendrai sur cette image tout à l'heure, mais on voit que le paysage est souvent saisi. Alors ça, c'est une stratégie de beaucoup d'artistes. Du land art, si j'ai le temps, je vous en montrerai d'autres. Quelqu'un comme Michael Heiser, au moment où il commence à faire ses premières œuvres, avec très peu de moyens, il photographie toujours avec un ciel très en proportion, disons, 1/5 à peu près de l'image, qui donne le sentiment d'une immense étendue. Parce qu'à l'époque, il veut faire des choses très grandes, mais il n'a pas les moyens, il a 24 ans, et donc il photographie de telle sorte qu'on a l'impression que l'œuvre est beaucoup plus grande qu'elle ne l'est en réalité. C'est comme ça qu'il va proposer ça à des collectionneurs, à des gens qui vont pouvoir acheter ou financer, et qui vont comprendre au fond ce qu'il veut réaliser à très grande échelle, ce qu'il fera un peu plus tard. Alors ça, c'était la question de l'horizon général. Alors on peut parler aussi d'horizon intérieur. Parce que tout paysage, au fond, s'organise autour d'une dialectique du visible et de l'invisible, qui de toute façon caractérise notre appréhension du monde. La perception, dit Merleau-Ponty par exemple, dans sa phénoménologie de la perception, dit-il avec une formule très parlante, c'est un acte à deux faces. Un acte à deux faces. Et la structure objet-horizon en est constitutive, c'est-à-dire que ce que nous expérimentons toujours, si vous regardez quelque chose de près, vous avez un arrière-fond qui est flou, mais qui est l'horizon de votre perception. Et inversement, si vous regardez le fond, vous voyez nettement, et le premier plan est flou, ce qu'un appareil photo nous restitue toujours. Eh bien, ce double mouvement, ce rapport objet-horizon, c'est ce qui structure précisément la perception, ce qu'il appelle un acte à deux faces. Et il ajoute, dans la vision, que j'appuie mon regard sur un fragment de paysage. Il s'anime et se déploie. Les autres objets reculent en marge et entrent en sommeil. Mais il ne cesse pas d'être là. Fin de citation. Donc on voit bien que le paysage ici est identifié à l'horizon. Le paysage et l'horizon ont le même statut. Et horizon à l'intérieur duquel je perçois les objets du monde. Et si je me concentre sur l'un des deux, donc, encore une fois, je referme, dit-il, le paysage. C'est son expression, je referme le paysage et j'ouvre l'objet. Dans cette espèce de diastole-systole qui est caractéristique de cette perception. Ce sont donc les facettes internes de cet objet, non immédiatement visibles, que les phénoménologues nomment horizons intérieurs. Ces horizons intérieurs qu'on peut saisir précisément même dans des objets, les faces inaperçues à un moment donné de cet objet qui tout d'un coup se révèle si mon attention se porte sur elle. Alors, il est vrai que
le paysage est toujours parcouru de lignes d'horizon intermédiaires que les artistes savent souligner et rendre visibles in situ. Quand ce n'est pas bien sûr en les représentant. Et Christo et Jeanne-Claude, alors je signale que Christo et Jeanne-Claude sont des noms à toujours mentionner quand on cite une de leurs œuvres ou qu'on la montre. C'est pas Christo tout seul, c'est toujours Christo et Jeanne-Claude. Pourquoi? Parce que pas simplement par un souci d'égalité homme-femme, pas du tout. C'est évidemment il y a ça bien sûr, mais c'est surtout qu'ils ont considéré, et Christo lui-même, que Jeanne-Claude avait fait tout le travail en amont pour les opérations qui prenaient parfois des années, 4 ans pour le Running Fence par exemple, pour parvenir à un dispositif qui durera 15 jours, qui sera visible pendant 15 jours, mais ça aura pris 4 ans. Et ce travail-là, c'était Jeanne-Claude qui le faisait. Alors tous les dessins, c'est Christo. Si vous voyez des dessins seuls ou des petites pièces, Christo tout seul. Mais sinon, chaque fois qu'il y a un projet de ce genre, c'est Christo et Jeanne-Claude. Donc, Christo et Jeanne-Claude, donc alors il y a un film qui est très intéressant, hein, vous pouvez voir, et ce film est tout entier sur précisément cette aventure, la construction, la négociation avec les paysans, les agriculteurs, les éleveurs surtout, c'est plein d'éleveurs, et ce Running Fence fait 40 km de long. Donc il est pratiquement aussi grand, aussi long que la Grande Muraille de Chine, et visible. Voilà. Dans le film, on voit bien qu'il faut ménager des ouvertures pour que les animaux puissent passer. Enfin, c'est très émouvant ce film, hein, parce que ces gens sont absolument contre cette opération. Il faut qu'ils négocient le passage sur ces deux comtés, Sonoma et Marin. Et ils y arrivent finalement, et ils arrivent à convaincre. Et quand ils le regardent, ça, ces éleveurs, ils sont fascinés, quoi. Ils sont totalement fascinés. Ils voient les animaux dans la brume qui passent à travers. Ils voient cette barrière qui court, en fait, hein. Elle fait 100 mètres et quelques de haut. Et avec le vent qui les fait faceiller, en quelque sorte, avec les plots en métal qui, de temps en temps, le cliquetis. Ce film vous donne le sentiment de ce qu'a pu être, pendant 15 jours seulement, malheureusement, l'exploration en quelque sorte de cette œuvre. Donc en fait, et là aussi, ce sont des horizons intérieurs. On voit un peu, il y a d'autres photos, on voit très bien qu'en fait, parce que le paysage, si vous connaissez ce paysage de Californie, hein, dans Napa Valley, c'est écrasé par le soleil, totalement écrasé par le soleil. Et quand vous allez là, vous imaginez que ça souligne en fait les reliefs, les morceaux de relief. Comme quand vous allez à la montagne, vous voyez rien dans la neige, évidemment. Mais si vous avez quelque chose, des dispositifs qui vous permettent de le voir, c'est saillant tout d'un coup. C'est exactement la même chose qui se passe quand on voit le Running Fence. Alors, si on revient à la question du cadre, revenons à Nancy Holt. Ces buses de Sentinel, donc 73-76, hein, ces buses de Sentinel sont comme des oculis géants dans lesquels, j'ai dit, le spectateur peut se tenir, mais comme s'il se trouvait à l'intérieur de la vue. Hein, j'aime bien ce titre de Max Ernst, à l'intérieur de la vue. Elles sont, ces buses, orientées en fonction des solstices d'été et d'hiver. Là encore, c'est toujours ce jeu avec le soleil. Et des trous ont été creusés à la surface des buses qui correspondent chacun à des constellations. Cancer, Capricorne. Et leur taille, la taille de ces trous, alors c'était complexe à réaliser en plus, parce que pour que ça tienne, enfin ça vous le voyez dans le film, la taille est fonction de l'importance des étoiles. Et les taches de lumière qui percent à l'intérieur des buses reproduisent leurs figures qui se déplacent le jour avec le mouvement du soleil. Et la nuit, bien sûr, avec la lune. Quand vous allez là-bas, d'ailleurs, il n'y a personne, hein, vous êtes au milieu de nulle part. Hein, si vous allez, ce qui est assez intéressant, c'est que il y a maintenant ça a été pris, alors tous les usages sont possibles, l'usage de contemplation, l'usage esthétique, mais aussi il y a des chasseurs qui tirent dans ces buses. Alors, vous avez à l'intérieur ce qui produit aussi un effet esthétique particulier parce que les balles tournent. Elles font des tracés dans ces buses.
Et donc, cette inversion de la nuit et du jour est quelque chose que recherchait Nancy Holt. Elle l'écrivait d'ailleurs dans son texte sur Sun Tunnel. Le jour est transformé en nuit et on assiste à une inversion du ciel. Sur la Terre sont projetées les étoiles et dans un tunnel froid, des taches de chaleur. Donc c'est une œuvre très poétique. D'ailleurs, Nancy Holt, elle a commencé comme photographe et comme poète. Il y a d'ailleurs tout un rapport intéressant que je n'ai pas le temps de développer, mais entre la poésie, j'en dirai 2 mots, mais la poésie et les arts de cette époque, aux États-Unis, tous étant plus ou moins écrivains, plus ou moins poètes, grands lecteurs de poésie dans tous les cas de figure, de grande culture française aussi, étrangement, et ça imprègne leur réflexion sur le paysage. Et pour terminer, un autre exemple sur cette importance du cadre. Alors j'aurais pu vous montrer, j'aurais dû même... Excusez-moi, j'ai la gorge prise. Il y a des images où on voit le soleil se lever dans les cadres qui rougit à l'intérieur, mais bon, je ne les ai pas prises. Donc un autre exemple, c'est l'exemple de Mary Meath, avec cette œuvre Untitled, qu'elle a construit à Battle Park, qui à l'époque était un landfill, un terrain vague en fait au sud de Manhattan. Aujourd'hui c'est très construit tout ça, mais à l'époque c'était un terrain totalement abandonné. Et là elle a travaillé sur un système d'horizon emboîté, une sorte de machine visuelle on pourrait dire, à produire du relief dans un viseur qui au fond s'il était unique aurait plutôt tendance à aplatir le paysage. Or c'est pas le cas, puisque c'est une série en fait de viseurs dont on voit qu'ils ne sont pas d'ailleurs à la même hauteur et qui ne sont pas disposés, pas faits de la même façon. Donc l'artiste a disposé 5 palissades de bois de 1,67 m de haut et de 3,67 m de large à 15 mètres d'intervalle, sur un terrain légèrement accidenté. Et à l'intérieur de chaque palissade, elle a pratiqué en son centre une ouverture circulaire qui, donc de la première à la dernière, s'enfonce progressivement dans le sol, jusqu'à disparaître complètement. Et comme le dit la critique et historienne de l'art Lucie Lippard, très intéressante pour toutes ces années-là, elle a écrit, c'est elle qui a inventé le concept de dématérialisation de l'art, par exemple. Il y a peu de choses de traduit d'elle, mais c'est une critique qui était auprès de tous ces artistes, qui connaît très bien le théâtre, la scène, disons, américaine, et de cette époque, et ce sont des documents extrêmement précieux qu'elle nous donne à comprendre dans ses livres. Alors Lucie Lippard, elle écrivait que c'était au fond une sorte d'expérience télescopique. Et les planches ainsi disposées étaient pour elle comme autant de fausses façades, qui sont non pas la sculpture, mais le véhicule pour l'expérience de la sculpture, dit-elle, je la cite, qui en fait existe dans un air raréfié, ou plutôt dans le lointain cristallisé. Et je pense qu'ici, la chose importante, c'est le mot expérience. C'est cette expérience du paysage, c'est ce que tous ces artistes vont tenter de faire, et c'est en ça, je reviendrai vers la fin, qu'ils se rejoignent avec les paysagistes. C'est pas simplement des représentations, c'est aussi quelque chose de physique, de sensible, voire de sensuel, et qu'ils vont chercher en fait dans ces natures peu pratiquées par l'homme, dans l'Ouest en particulier, mais pas que, dans des carrières abandonnées, etc. Où là, l'homme a beaucoup trop pratiqué, mais où il a déserté. Donc la beauté de l'opération, au fond, elle réside dans sa simplicité, l'œuvre correspondant à un geste minimal destiné à attirer notre attention sur ce que j'appelais des horizons intérieurs ou des lisières internes qui sont constitutives de notre perception du paysage et qui jouent avec des décalages qu'on peut retrouver dans des espaces urbanisés très encombrés visuellement aussi. Alors, quoi qu'il en soit, en tout cas, des définitions du paysage sur lesquelles je me suis appuyé quand même pour partie parce qu'elles sont intéressantes et
dont on voit certains éléments repris dans ces œuvres qui, a priori, n'ont pas grand-chose à voir avec la peinture classique, disons. Quoi qu'il en soit de ces définitions, il faut bien se dire aussi que le paysage, on ne le trouve pas tout fait, pour peu qu'on se promène dans un environnement naturel. Ça pose toute la question de savoir, y a-t-il toujours des paysages? Toutes les sociétés sont-elles paysagères? Enfin, il y a toutes ces questions controversées, avec des gens comme Baridon, comme Augustin Berg, comme Alain Roger. Les paysages, il n'y en a pas forcément partout, tout le temps. Il y a des sociétés paysagères et d'autres qui ne le sont pas, etc. Et ces 20 dernières années, 25 dernières années, un certain nombre d'études sont appliquées à montrer de quelle façon et à quel moment divers types de paysages sont apparus. Par exemple, la montagne, dans un livre la montagne, dans un livre, pour ne prendre qu'un exemple, dans ce livre très intéressant de Corbin. Ça c'est pas la montagne, ça c'est le rivage. Mais enfin, il en a écrit sur la montagne. Il a écrit beaucoup d'ouvrages justement sur la naissance de certains paysages. La montagne, pour certains, au XVIIe siècle, c'est même pas un paysage, c'est quelque chose à fuir. On ne sait pas ce que c'est exactement. Pareil pour le rivage, c'est quelque chose qui n'a pas de qualité esthétique particulière pendant très longtemps, jusqu'à ce qu'on commence à s'y intéresser vers le XVIIIe. Alors, cette apparition de nouvelles formes paysagères, sans parler des régions minières ou des friches pour lesquelles notre intérêt s'est récemment éveillé, disons depuis peut-être 50 ans, va probablement de pair avec des modèles esthétiques qui étaient autrefois empruntés à la peinture, je l'ai dit, aujourd'hui à la photographie et au cinéma. Alors il y aurait long à penser, enfin il y aurait beaucoup à dire là-dessus, parce que toute l'idée de Alain Roger sur l'artialisation, c'est-à-dire le fait qu'on regarde la nature à travers l'art, elle est contenue là. Des gens comme toute cette école, Berck, Roger, Conan, enfin cette école française, on peut dire, s'est beaucoup intéressée à cette manière de regarder le paysage à travers l'art. Si bien que le mot artialisation qu'utilise Alain Roger, qu'il emprunte à Lalo, signifie que l'on ne voit jamais la nature telle qu'elle est supposée être en elle-même, mais toujours à travers des schèmes esthétiques, des représentations artistiques. Et c'est intéressant parce qu'il y a en effet tout d'un coup des paysages, alors c'est pas pour dire que c'est le fin mot de l'affaire, mais c'était une manière en tout cas pour lui de mettre l'accent sur quelque chose auquel on pensait pas forcément. Et quand on regarde les photographies de Joseph Koudelka, de ce qu'il appelait le triangle noir, c'est-à-dire cette partie presque aussi grande que la Belgique, prise entre l'Allemagne de l'Est et la Tchécoslovaquie, une région extraordinaire en fait au début du XIXe siècle, puisque c'est là que ce tableau a été fait. Ça, c'est ce qui est devenu ce paysage. Et il y a un livre de lui qui s'appelle Le Triangle Noir, extraordinaire, qui est un Leporello, avec des images. C'est le début de son travail sur ces photographies panoramiques. C'est absolument fascinant. Et alors, qu'est-ce que c'est évidemment, la photo de Friedrich, elle est impressionnante, elle est fascinante, on est proche du sublime, mais c'est une vision romantique du paysage. Quand on voit ça, je ne peux pas m'empêcher de voir, c'est une parmi les images, d'être ému esthétiquement moi aussi, d'être touché, mais par quelque chose d'horrible en fait, moralement inacceptable, politiquement désastreux, puisqu'on a déplacé 60 rivières, détruit 15 villages pour obtenir ce qu'on voit là. Et j'appellerais ça, moi, une esthétique du désastre. C'est le seul mot que j'ai pu trouver, c'est le désastre, l'astre détruit, l'astre. Et pourtant, ça produit, enfin, vous me direz ce que vous en pensez, mais ça produit quelque chose comme qui est pas entièrement négatif. Enfin, en tout cas, sur moi, ça n'a pas cet effet. Et je crois qu'on est aussi, néanmoins, habitué quand même, enfin, habitué, on a été sensibilisé à ces images de destruction
à travers quelqu'un comme Smithson qui adorait ça, alors c'est lui, c'est le début de ça, mais même à travers toutes sortes d'autres relais. En cela, la proposition de Roger est intéressante, qui sont aussi bien photographiques, mais filmiques. Par exemple, je ne sais pas si vous vous rappelez, films de science-fiction, vieux films comme Robocop ou d'autres qui se passent dans des friches, des usines abandonnées. Ça nous a donné une sensibilité, en fait, à des espaces qui pour nous n'avaient aucune qualité autrement, que nous ne regardions pas. Donc c'est une des vertus de l'art aussi, d'attirer notre regard sur ces espaces disqualifiés en quelque sorte. Enfin, c'est une vaste question que j'aborde juste en passant. Le problème de l'échelle, évidemment, est au cœur de la représentation de l'espace, comme le savent bien les architectes, mais les paysagistes, mais aussi des artistes en fait, et c'est en ça qu'ils ont des points assez proches. Les spéculations sur la taille et sur l'échelle, elles modifient toute notre approche du monde, et le fait par exemple que la mesure du corps humain ait été abandonnée à la Révolution française, et qu'on lui préférait en Europe le système métrique, basé, comme vous savez, sur le calcul du méridien terrestre, est certainement pas quelconque de ce point de vue-là. Ce dont va jouer justement un artiste contemporain comme Walter de Maria, qui est mort, tous ces gens-là sont disparus presque tous les uns après les autres, il reste encore Michael Heiser, mais de Maria est mort en 2012, je crois. C'est ce dont va jouer Walter de Maria quand, avec le Lightning Field, un champ de 400 paratonnerres, le champ fait 1 mile sur 1 kilomètre, justement, 1 mile sur 1 kilomètre, c'est-à-dire deux types de mesures, mesure anglaise et mesure française avec deux unités différentes, donc deux référents différents, donc 1 mile sur 1 kilomètre qui est installé en 1977 sur un plateau semi-aride dans le Nouveau-Mexique et qui est destiné à capter la foudre. Ce dispositif brouille les conventions qui président aux unités de mesure et livre le spectateur à une très étrange expérience de la temporalité en plus. Alors, la hauteur de ces pylônes fait peut-être, je dirais, par exemple 5,20 m ou 5,30 m au plus haut. Pourquoi je suis approximatif? Parce qu'en fait, la chose est faite de telle sorte que, comme le terrain n'est pas droit, les points soient exactement à la même hauteur. Donc c'est comme si vous pouviez poser cette feuille dessus, comme ça, absolument horizontale. Mais en dessous, comme le terrain est variable, les pylônes sont plus ou moins hauts. Donc ils s'ajustent sur la hauteur, en fait. Et quand vous allez là-bas, que je vous recommande de faire, vous faites une expérience extraordinaire du paysage. C'est-à-dire que vous allez à Quemado, là il faut s'inscrire, on vous emmène sur le terrain vers midi et demi, 1h. Vous allez rester l'après-midi, la nuit, jusqu'au lendemain, on va venir vous rechercher. Il y a de quoi manger, vous êtes 5 ou 6 au maximum, et vous pouvez pas partir par vos propres moyens. Donc vous êtes enfermé en quelque sorte dans un espace ouvert, mais vous êtes prisonnier. Et qu'est-ce que vous faites? Alors vous avez cette grille extraordinaire devant vous et vous allez l'explorer, vous marchez, vous regardez, vous évaluez, vous arpentez au sens propre, parce que c'est pas les mêmes distances exactement, 1 mile sur 1 kilomètre. Puis bon, très bien, mais une fois que c'est fini, qu'est-ce que vous faites? Alors vous êtes sous la véranda et vous regardez. C'est un lieu de contemplation en fait, c'est un lieu méditatif, c'est un lieu où en fait vous faites l'expérience d'une certaine durée dans ce paysage et qui est censé vous amener à ça, puisque c'est la foudre en fait qui doit s'abattre à un moment donné, mais qui ne s'abat que très rarement. Je connais personne qui ait vu ça. C'est des images qu'on vous donne, mais ça doit se produire, notamment au mois de juin. Normalement, c'est à peu près maintenant, juin, juillet. Mais je sais pas, vous avez peut-être rencontré des gens qui ont vu ça. Moi, j'ai attendu quasiment toute la nuit, mais j'ai rien vu. Si, j'ai vu une vague, mais peut-être que j'étais totalement allumé par la tente, mais je l'ai pas vu. Enfin, ou je crois l'avoir vu, un éclair de chaleur, mais en tout cas. L'idée, c'est qu'en fait, il y a deux types de temporalité qui concernent le Lightning Field. Il y a celle
horizontale, on pourrait dire, c'est-à-dire la dimension de l'attente, de l'expérience de cette contemplation, d'exploration du lieu, cette lenteur, cette durée. Et puis il y a l'autre dimension qu'on pourrait appeler verticale, celle que traduit cette image, qui est ce que Kierkegaard appelle l'instant dont il donne comme définition la conflagration de l'éternité dans le temps. La conflagration de l'éternité. Donc c'est en un instant simplement, vous saisissez ça qui tombe. Et c'est l'acmé en quelque sorte de l'œuvre. Mais il ne faut pas la réduire à ça, parce qu'en réalité, l'essentiel finalement, c'est pas à attendre. Comme dirait Breton, c'est l'attente qui est merveilleuse. Oui, certes, mais vous n'avez pas forcément cette foudre qui tombe dessus. Mais c'est ça aussi l'œuvre. Elle est magnifique de ce point de vue-là. Et alors, vous avez ce paysage, ce plateau semi-aride autour de vous, qui s'étend avec quelques petites montagnes au loin, et le paysage, l'œuvre d'art, vous le donne à saisir dans ce moment où vous ne faites que ça, que le regarder en fait, que le contempler, que vous endormir, que, comme vous savez, ce théâtre oriental qui raconte le Wayang Kulit par exemple, où on vous raconte la même histoire, ça dure toute la nuit, c'est le Mahabharata ou le Ramayana, et les gens s'endorment, vous vous endormez, puis ensuite ça recommence, et ben, c'est un peu la même chose, quoi. C'est cette attente, alors sauf que dans le premier cas, tout le monde connaît l'histoire, mais peu importe, c'est le Dalang qui fait la différence. Mais là, au fond, c'est un paysage que vous allez voir, contempler, vous incorporer en quelque sorte. Et c'est la beauté de cette œuvre. Alors, cette question de l'échelle, elle joue évidemment un rôle central dans le domaine du paysage. Et on entend souvent dire quelle telle réalisation est ou n'est pas à l'échelle. Moi, ça m'a toujours posé des questions. Qu'est-ce que c'est à l'échelle? Je me suis encore ajouté que c'est à l'échelle, c'est pas à l'échelle. Bon. Qu'est-ce que c'est que être à l'échelle? Alors, qu'elle soit à l'échelle, ça ne veut pas pour autant dire qu'elle est à la bonne taille. Et l'ambiguïté subsiste dans la façon dont l'expression est entendue. Quand on dit d'une construction de plein pied ou d'un bâtiment à plusieurs étages qu'il est à la bonne échelle, cela veut dire, explique par exemple le paysagiste américain Gareth Egbo, cela veut dire que dans son texte, dans son livre Landscape for Living, qu'il existe, dit-il, une sorte d'équilibre entre ce paysage et cette réalisation paysagère et la superficie du terrain, telle, dit-il, je cite, qu'elle ne l'enserre ni ne l'isole sur son site et dans sa relation au paysage. Mais Egbo ajoute, je cite à nouveau, « L'expérience propre du lecteur lui dira que l'on fait honneur à cet équilibre, plus souvent en le rompant qu'en le respectant. » Alors, bon, n'est-on pas peut-être ici dans un rapport de proportion et d'effets calculés qui ne suppose pas nécessairement une harmonie des parties? En tout cas, dans le registre de la taille, disons, pour la distinguer de l'échelle, la mesure d'un objet à l'intérieur d'un espace de référence se fait par déplacement d'une unité commune à l'intérieur de ce même espace. On déplace une règle et on a on calcule, disons, la taille. En géographie, par exemple, on comparera des étendues plus ou moins vastes dont les limites peuvent correspondre à des découpes physiques ou administratives, par exemple. En revanche, l'échelle, elle suppose le passage d'un espace à un autre espace, d'un espace mental à un espace physique, ou d'un espace de représentation, maquette, plan, carte, à un espace réel. Alors pour un artiste comme Robert Spison, je le cite, la taille, dit-il, détermine un objet, mais l'échelle détermine l'art. Et pour lui, toute la question de Spargiotis, c'est une question d'échelle. Tandis que pour quelqu'un qu'on peut lui opposer de ce point de vue-là, Michael Heiser, la taille est réelle, l'échelle est une taille imaginaire. Tout à fait le contraire. On pourrait, continue Heiser, parlant du double négative,
considérer l'échelle comme une mesure esthétique, alors que la taille est une mesure effective. Alors, ici, j'ai montré ces deux vues, parce que, vous voyez, de là à là, il y a 480 mètres à peu près. La profondeur, donc la largeur, c'est 9 mètres, la profondeur, c'est 15 mètres. Quand vous rentrez à l'intérieur, ici, d'un côté ou de l'autre, admettons que vous passiez par là, vous vous enfoncez dans la terre, vous enfoncez dans le sol, dans le roc, et vous arrivez au bout ici, parce que vous ne pouvez pas traverser. Il y a un trou, il y a une béance. Et donc, si vous désirez aller de l'autre côté, il faut retourner, faire le tour, là, et revenir sur le plateau pour redescendre. Vous avez ceci, quoi. C'est-à-dire que vous êtes en face d'une encoche, les deux encoches se font face. Là, elles sont dans un état encore bien dessiné. Aujourd'hui, elles sont très abîmées. Mais ce qui est fascinant, c'est qu'en fait, vous faites une expérience tellurique du paysage. Vous faites une expérience où vous êtes à l'intérieur de la matière même. Vous avez quelque chose qui n'est pas simplement un dessin ou une représentation, mais une expérience de la chaleur, du froid, de l'ombre que vous recherchez sous le soleil quand vous y êtes aux mauvaises heures, mais les mauvaises heures sont les plus courantes, et vous devez en fait aller et venir d'un côté à l'autre, faire cette expérience qui est proprement corporelle, et où vous n'avez jamais le fin mot de l'affaire, parce que en réalité, vous avez vu cette image-là, et donc quand vous arrivez, vous avez l'impression que c'est ça, mais en fait, qu'est-ce que vous voyez? C'est ça que vous voyez. Donc, vous êtes entre la représentation et l'expérience du lieu, et c'est ce que j'appelle une relation esthétique d'incertitude, parce que vous êtes toujours entre deux choses. Quand vous êtes à l'intérieur, vous comprenez comment vous y êtes, parce que vous avez vu l'image. Et quand vous voyez l'image, celle-ci, vous ne pouvez l'apprécier pleinement que parce que vous avez fait l'expérience de l'œuvre à l'intérieur de laquelle vous étiez. Donc les deux se complètent, c'est ce que j'appelle une relation esthétique d'incertitude, mais vous n'avez jamais les deux à la fois, quoi. Et là, en même temps, on est pour Heiser dans un rapport de taille. Alors on pourra discuter. Pour lui, c'est la taille qui compte, comme un sculpteur d'ailleurs classique. C'est la taille, c'est la masse des choses. Alors j'aurais pas le temps de développer ça chez lui, mais c'est des rochers gigantesques de 40 tonnes qu'il déplace dans le désert. Cette masse et cette taille qui comptent le plus. Alors que pour Smithson, il y a un récit en fait. Il y a un système de représentation dont je vais parler tout à l'heure, qui fait qu'on comprend pourquoi c'est l'échelle qui l'emporte. Alors, les géographes traitent souvent l'échelle du paysage comme si elle indiquait une mise au point, au sens optique du terme. Et en lisant par exemple quelqu'un comme Yves Lacoste, dans son livre qui a fait date, important, La géographie, ça sert à faire la guerre, c'est un livre ancien, qui date de 77, si je ne me trompe pas, en le lisant, on voit que il s'est penché d'ailleurs avec rigueur sur cette question, et entre des cartes d'échelle inégales, il montre qu'il n'y a pas seulement des différences quantitatives selon la taille de l'espace représenté, mais aussi des différences qualitatives. Parce que certains phénomènes ne peuvent être représentés qu'à une certaine échelle. Or, Lacoste montre bien que l'échelle dépend de niveaux d'analyse différenciés, qui correspondent à un changement d'ordre conceptuel. Il faut être conscient, écrit-il, que ce sont des phénomènes différents parce qu'ils sont appréhendés à des échelles différentes. C'est une question de niveau et leur choix est essentiel. Donc choisir un certain niveau, eh bien, ne nous permet pas d'en appréhender d'autres. On le sait bien, hein, si vous mettez une carte à une certaine échelle, vous verrez certaines choses que vous ne verrez pas si vous passez à une autre échelle, et inversement. Donc c'est toujours là aussi le côté à deux faces, comme je disais à propos de la perception. Pour la représentation cartographique, c'est clair. Pour les paysagistes, alors, l'histoire de la formation des paysages, elle est centrale, et l'échelle est précisément ce qui permet dans ce contexte de mesurer l'adéquation entre le projet et l'espace de sa réalisation, qui n'est que,
au fond, la partie visible d'une longue transformation. On pourrait dire une sorte de coupe temporelle dans un processus de développement. Comme si, et malgré ce que cette métaphore a d'insatisfaisant, j'en suis bien conscient, mais comme si nous étions face au paysage saisi dans un arrêt sur image. C'est un peu d'ailleurs la façon dont Herbert Bayer, dont je vous montre ici un dessin de Aspen Valley, un peu la façon dont Herbert Bayer le voyait quand il a entrepris sa série de dessins, dont je vous montre ici un échantillon, série de dessins avec lequel il tentait de représenter picturalement, je le cite, le mouvement tectonique, l'ondulation du paysage, l'incroyable dynamisme de la surface de la Terre, manifestant ses mouvements les plus profonds et les plus reculés dans le temps. Et alors si je cite Bayer, c'est pas pour rien non plus, parce que, outre que c'est un architecte très intéressant, mais Bayer, il était, comment dire, il a été les artistes du land art l'ont, le terme m'échappe tout d'un coup, mais il a été requis en quelque sorte, il est devenu comme s'il était un ancêtre du land art, puisqu'il appartient à la première exposition Earthworks de Smithson. C'est un peu l'ancêtre pour eux. Il n'est pas le seul, hein, mais il sera là comme oui, précurseur, c'est ça, mais le mot était, le précurseur c'est bien le mot, mais le terme colonisé c'est absurde, il a enrôlé, quoi, voilà, il l'a enrôlé dans cette exposition comme étant en effet un précurseur, et ce que va faire d'ailleurs Smithson avec plus tard, j'en parlerai, Cal Olmsted. Mais ce que feront d'ailleurs toutes les avant-gardes, hein, quand on voit les surréalistes, ils enrôlent au fond, dans le manifeste du surréalisme breton, ils parlent de poètes du XIXe siècle qui pour lui sont des surréalistes avant l'heure. Hugo est surréaliste quand il n'est pas bête, ou Charles Cros est surréaliste dans Le Baiser, ou enfin toute cette liste de surréalistes qu'il inventorie, ce sont des poètes du 19e, voire d'avant, qui font acte de surréalisme pour lui. Mais même chose pour les romantiques allemands. Ils vont annexer des auteurs, même de l'Antiquité, même Cervantes, comme des romantiques. Donc c'est chaque fois une sorte de légitimation de ce que font ces avant-gardes avec des auteurs du passé, et c'est ce que vont faire les artistes du land art, en tout cas Smithson, dans cette exposition. Bayer sera, alors qu'il est beaucoup plus vieux que les autres, annexé comme Tony Smith a été annexé par les minimalistes. Tony Smith était lui aussi l'architecte beaucoup plus âgé que Maurice, que Carl André, que les autres, mais il avait pour eux une légitimité à être parmi ce groupe, qui est d'ailleurs totalement informel, parce qu'ils y trouvaient au fond, là aussi, une antériorité d'un certain genre. Bayer, oui, alors on voit à propos dans ces propos de Bayer que l'échelle, elle n'est pas seulement spatiale, mais elle est aussi temporelle. Ce qu'on conçoit d'ailleurs aisément, puisque le paysage dépend toujours d'un point de vue articulé à un corps, ici et maintenant. C'est pas un corps éternel, c'est un corps là, maintenant, à ce moment-là. Et l'indifférence de Heiser au site manifeste clairement que cet aspect ne l'intéresse pas vraiment. Pour lui, l'œuvre doit se donner à nous, avec son épaisseur géologique, sa vie matérielle propre, mais sans que l'histoire du lieu compte vraiment. Smithson, à l'inverse, inscrit ces Earthworks, donc il appelle ça des Earthworks, donc c'est un terme qui appartient à Smithson quand on voit des livres sur le land art. Alors c'est aussi un terme compliqué parce que land art est un terme que préféraient plutôt les Allemands, ils parlaient de land art. Les Américains l'utilisent plus ou moins, Desmaria l'utilise, un des premiers, peut-être le premier d'ailleurs, avant. Mais le terme de Earthworks, c'est un terme smithsonien, quoi. C'est lui qui va l'introduire et c'est le terme que préfèrent maintenant souvent certains historiens de l'art pour parler de ces réalisations de cette époque.
earthworks appartenant au vocabulaire du génie civil. Les terrassements, c'est des earthworks. Et c'est aussi un roman de science-fiction de Brian Aldiss. Ça a intéressé beaucoup Smithson, toute cette polysémie du terme et ses références complexes à la fois aux travaux du génie civil, mais aussi à ces spéculations de science-fiction qu'il a beaucoup regardé, qui l'ont beaucoup intéressé et qui ont nourri son travail. Donc oui, Smithson inscrit ses earthworks, que ce soit Spargetty, Broken Circle et Spiral Hill. Je vous montre ici Broken Circle, Spiral Hill. Il faudrait longuement parler de Spargetty, pourquoi c'est intéressant pour lui. Par exemple, un des éléments qui l'intéressait beaucoup, c'est que la spirale qui tourne dans le lac est en fait une sorte de métaphore pour lui d'une spirale censée rejoindre l'océan au fond du lac, selon un vieux mythe indien. Donc il y avait déjà ça, mais qui trouve après coup. C'est quelque chose qui tout d'un coup, comme s'il le justifiait après coup, quoi, a posteriori. Alors ici, il inscrit Spargetty Broken Circle et Spiral Hill, pardon, dans des emboîtements temporels pour marquer d'une certaine façon leur hétérogénéité au site, leur dimension imaginaire, en dépit de leur taille impressionnante. D'ailleurs, on pourrait l'analyser longuement, mais si vous regardez bien ces deux œuvres, qui n'en sont qu'une en réalité, sont liées, vous avez ici, alors aujourd'hui c'est plus pareil, je vous montrerai une autre photo où on voit que les traits abîmés, mais ici on tourne dans le sens des aiguilles d'une montre, Broken Circle. Mais de l'autre côté, c'est dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Et donc, pour lui, d'un côté, il y a le mouvement anthropique, et de l'autre, il y a un mouvement néganthropique. Et les deux œuvres, en fait, communiquent d'une certaine façon par le sommet de l'une avec le rocher de l'autre. Ce rocher, d'ailleurs, qu'il n'avait pas souhaité, puisqu'il le trouve au moment où il creuse. Et il découvre ce point noir d'exaspération, comme il dit, qui le trouble complètement au moment où il va repartir aux États-Unis, quand il est en train de créer l'œuvre. Il est furieux, il est mal, et en fait, en réfléchissant, il se dit, mais non, finalement, c'est intéressant parce que ce boulder, ce rocher, ce dépôt morainique, il appartient à une histoire. C'est l'histoire du site. Et donc, il va en tirer parti pour comprendre l'emboîtement temporel dans lequel l'œuvre se place, c'est-à-dire que on a d'un côté le temps géologique, dont témoigne ce dépôt morainique, le temps historique, puisque en fait les Lidéens, ces tombes préhistoriques, étaient faites à partir de ces moraines, et puis le temps phénoménologique, c'est-à-dire le temps d'expérience de l'œuvre, le temps nécessaire pour monter, descendre, marcher, faire le tour, évaluer l'œuvre à partir de son propre corps, etc. Ces trois temporalités sont en fait pour lui emboîtées. Et l'échelle ici est à comprendre en corrélation, on le verra, avec cette dialectique du site et du non-site, puisque, alors, un mot là-dessus, parce que sinon je peux pas, mais qui est très intéressant pour les paysagistes aussi, parce que je pense que ça, c'est quelque chose qu'on peut retrouver dans tous les projets. Voilà, je vous montre, ça c'est une photo de Smithson marchant sur Broken Circle, mais alors, à un moment donné, enfin, il y a tellement de trucs à raconter, mais à un moment donné, donc ils ont fait un film, mais à un moment donné, en fait, l'œuvre s'est plus ou moins effondrée, effritée, enfin, on voit que les bords sont abîmés. Et puis l'eau est montée, parce que c'est sur cette sorte de nappe phréatique qui monte dans cette carrière. Et donc il a envisagé de la restaurer et de remonter le niveau. À l'époque où il découvre ce rocher, d'ailleurs, il croit qu'il va pouvoir le déplacer, il se rend compte qu'il ne peut pas. Plus tard il le pourra, mais à cette époque il n'y a pas les machines pour le faire. Et donc c'est comme ça que finalement, en réfléchissant à ce qu'il pourrait en faire, il voit ce que je vous ai dit, c'est-à-dire que c'est finalement, il en tire un parti positif. Mais quand il va, avant sa mort, réfléchir à la montée des eaux, il va surélever,
l'œuvre et ça donnera ceci. C'est-à-dire qu'il y aura une espèce de latille autour qui renforcera l'ensemble pour pouvoir résister à la montée des eaux. Ça n'existe plus. C'est une photo que j'avais faite à cette époque, en 92, mais aujourd'hui, il n'y a plus ça. Ils se sont arrangés un peu autrement, mais ils ont retiré ces lattiques qui, je trouve, dessinaient assez bien, en fait, l'ensemble. Alors, il y a toute une réflexion à faire sur la restauration de ces œuvres, hein. Si ça vous intéresse, j'ai écrit, alors c'est pas pour faire de la pub, mais j'ai écrit un petit livre qui s'appelle Restaurer les œuvres dans la nature, où j'envisage tous ces cas de figure, notamment celui-là. C'est assez complexe en fait, mais voilà ce que c'était en tout cas en 92. Puis ensuite, les gens viennent dans cette carrière, qui était une carrière privée d'ailleurs, ils viennent s'en servir comme d'une plage. Alors ils sont là, on les voit se baigner, ils s'amusent, bon, c'est très bien, mais sauf que ça détruit l'œuvre progressivement, quoi. Donc les propriétaires, contrairement à ce que je pensais d'ailleurs au début, quand j'ai commencé à écrire, quand j'ai écrit le livre, la première édition, je croyais qu'elle avait été plébiscitée par des gens des Maine et que ça appartenait à ces gens, mais pas du tout. En fait, ça appartient aux propriétaires de l'œuvre qui ont décidé de la préserver, de la restaurer en quelque sorte. Et elle est fermée. Si vous allez là-bas, il faut soit vous arranger pour essayer de trouver le propriétaire, soit alors vous faites comme moi, vous passez au-dessus de la barrière, vous dites, mais en tout bien tout honneur, hein, vous détruisez pas les choses, mais c'est pas en tout cas un lieu public, hein, vous pouvez pas y être comme ça. C'est bien de le rencontrer d'ailleurs, parce que si c'est possible, s'il est là, c'est mieux, il vous racontera, c'est la famille hein, qui se souvient de tout ça, qui a des tas de documents, donc c'est intéressant. Alors, oui, ça m'oblige alors à dire quelques mots sur le rapport au site. Voilà, tel qu'était en fait en 2013, voilà ce qu'est devenu la spirale. Vous voyez la Spiral Hill, parce que ils ont pensé que pour la préserver, on pourrait faire pousser des persistants. Mais en fait, ça la détruit complètement, quoi. Ça a un aspect comme une espèce de, je sais pas quoi, de masse qui se répand en fait, à l'inverse de ce que le dessin primitif et la photographie que je vous ai montré produit comme effet, parce que le chemin qui permet d'y monter, c'est un chemin qui est d'ailleurs tapissé d'une sorte de sable blanc, qui d'ailleurs a disparu plus ou moins, mais à l'origine c'était comme ça, donc c'était très dessiné en fait, alors que là il est totalement amorti, quoi. Alors, j'en viens donc à cette idée à cette explication du site et du non-site qui pourra donner plus un prolongement à ce que je disais au tout début à propos de Spiral Jetty. Parce que l'échelle, chez lui, elle est à comprendre avec cette dialectique site-non-site, c'est-à-dire site-non-site. Site, c'est vision aussi, mais ça ne crée pas de la même manière, bien, site comme le site en français, mais site, S-I-G-H-T, site, vision, non-site, non-vision. Donc disons, visible, invisible. Ce qui est au début de l'activité de Smithson jusqu'en 70, la dialectique du site et du non-site, ce sont des œuvres, est-ce que j'en ai pris une là, voilà. Ça, c'est un non-site. Un non-site. Alors, 68, line of request, ligne d'échouage à Bayonne dans le New Jersey. Qu'est-ce qu'on voit? On voit un conteneur avec des pierres qui ont été ramassées sur place, là où, vous voyez, il y a une carte qui indique à quel endroit, et il y a des photographies des lieux où ont été prélevées ces pierres. L'ensemble, ce dispositif, est un non-site qui renvoie à un lieu où vous n'êtes pas censé aller. C'est un lieu, si vous y tenez, vous pouvez bien sûr, mais il n'y a pas grand-chose à voir. Il y a simplement le témoignage dans le non-site d'où les pierres ont été extraites sur le site. Ça change à partir du moment où Smithson commence en 70 à faire des earthworks. Il n'y en aura que 5 en tout. Spiral Jetty est la plus connue évidemment. Et à ce moment-là, qu'est-ce que c'est que le site non-site? Le site, par exemple, si on revient à Spiral Jetty, c'est le lieu où se trouve l'œuvre construite, sa construction, où elle est inscrite en quelque sorte. Le non-site, c'est tout le reste. C'est-à-dire que ça, c'est un non-site qui indique, c'est un dessin de Smithson qui indique comment aller là-bas, comment marcher pour voir. Ça me fait penser au jardin de Versailles, comment la promenade du roi, par où passer, etc. Mais là, c'est comment regarder au mieux Spiral Jetty.
Mais ça aussi, au fond, c'est un on-site. Quand vous voyez la photographie, vous n'y êtes pas, donc c'est un on-site aussi. Et puis, ça, c'est aussi un on-site. Voilà, ça c'est l'agrandissement de line of wreckage, mais ça de on-site avant le... Bon. Alors, il y a les photographies, le film Spiral Jetty, il y a un film que vous connaissez peut-être, si vous ne le connaissez pas, il faut le voir absolument. Les dessins de Smithson, le texte qui s'appelle Spiral Jetty, un très beau texte dont j'ai extrait quelques éléments avant. Donc j'ai dit des photographies. Moi-même, je suis un on-site, et vous en serez un si vous allez là-bas, c'est-à-dire que vous racontez quelque chose de l'œuvre qui participe de la compréhension et de l'intelligence de l'œuvre. Et cette œuvre donc ne se limite pas à la spirale matérielle que vous verrez sur place, elle est faite de tout le reste. Elle est faite à la fois de cela et des images dont j'ai parlé, des textes, etc. Et encore une fois, là Smithson ne le dit pas, mais moi je le dis, et je pense que c'est tout à fait logique, des témoignages de chacun sur la spirale. Et donc, cette dialectique side-non-side, elle est très intéressante et je pense qu'elle peut être élargie d'ailleurs à d'autres propositions, même presque à la façon dont nous pouvons regarder dans un musée, je sais pas, moi je pense sur l'exemple de la bataille d'Uccello que j'adore au Louvre, mais au fond, combien de temps est-ce que je l'ai vu cette bataille? Je sais pas, en tout, combien d'heures j'ai passé devant? Peut-être 5 heures, 6 heures maximum, quoi, parce que eh bien, la carte postale que je regarde souvent pour me rappeler cette bataille, ce qu'on peut m'en dire, les textes que je lis, ce sont des formes, alors si on va plus loin, des formes de non-site par rapport au site qu'est l'œuvre dans ce musée, qui peut être aussi sujet à caution parce que son site d'origine n'est pas forcément le musée où elle se trouve, etc. Donc vous voyez, bon, c'est ce système qui est très intéressant d'emboîtement de la représentation par rapport à l'œuvre et au site dans lequel elle se trouve. Ça pose des tas de questions, si je vais plus loin en excédant un peu les propositions de Smithson, c'est aussi pour ouvrir des perspectives sur ce qu'on peut faire avec cette dialectique side-non-side. Et on est ici dans cette... comment dire, dans cette idée d'échelle, dans une compréhension d'une corrélation fondée sur le passage de la galerie au site, des cartes, des dessins, des photos, du film à ce qu'il représente, à ce qu'il signifie, à ce qu'il désigne. Ou encore, on est dans le cadre d'un passage d'un ou de plusieurs espaces à un ou plusieurs autres espaces qui correspondent au passage d'un ordre à un autre ordre, au sens presque pascalien. L'ordre de la charité, l'ordre de la chair, etc. Et le passage d'un ordre à un autre ordre, c'est le passage de dimension hétérogène. En fait, quand on passe d'un ordre à un autre, il n'y a pas de continuité entre ces ordres. Il y a hétérogénéité, en fait. Et en même temps, il y a correspondance. Si bien que, comme l'écrit Smithson, être dans l'échelle de Spiral Jetty, c'est être en dehors d'elle. Quand vous êtes dans l'échelle de Spiral Jetty, vous êtes en même temps hors d'elle. Et dans cette logique de l'échelle, l'espace du paysage a, du même coup, différents types de réalités. C'est un objet de connaissance pour les géographes, par exemple, conceptuellement construit par eux, mais c'est un lieu de pratique pour les paysagistes, produit de transformation à travers l'inscription d'un ordre dans un autre, qui correspond à ce qu'on appelle le projet. Et enfin, pour certains artistes, on peut dire que c'est le résultat d'une projection d'un certain nombre de dispositifs qui privilégient la dimension imaginaire et l'expérience, maître mot, et l'expérience sensible ou phénoménale. 3 modalités donc, qui se distinguent mal et se combinent en fait beaucoup plus qu'elles ne s'excluent. Voilà. Combien de temps? Là, il est midi 20.
Ah oui, bon, évidemment. Non, mais je vous avais dit, je peux vers j'allais plus vite. J'ai passé une partie d'accord, j'ai passé une partie qui était relative au jardin, au paysage. Je vous conseille le livre d'Hervé Brunon, petite publicité, par Le Que sais-je, qui vient de faire. Hervé Brunon, en plus, est un membre du comité de rédaction des Carnets du paysage, donc et puis un excellent auteur et un très bon connaisseur. Il vient de sortir un Que sais-je sur les... Alors, donc je passe cette partie sur les jardins. Bon, parce que il y a aussi cette le fait que, par exemple, alors je vous ai dit que Smithson avait annexé Olmsted, puisqu'il en a fait un. Quand vous lirez le texte, si vous l'avez pas déjà lu, qui a été traduit, alors vous le trouvez dans une traduction que j'ai faite qui est pas bien, dans Page Paysage, c'est un premier essai, mais il est repris dans Landart. Donc à la fin de Landart, j'ai révisé totalement la traduction, et là, elle est plutôt, enfin, ça va. Alors que la première, je vous conseille pas de le lire. Je trouve qu'elle est pas très élégante. Et donc, bref, en tout cas, dans Landart, il y a de la traduction de ce texte de Frédéric Olmsted et le paysage comme dialectique. C'est le dernier texte que Smithson va écrire avant sa mort, et où il fait de Olmsted donc un paysagiste avant l'heure. Il est fasciné par les tonnes de charrettes qui charrient qui transportent de la terre. Il y a toute une réflexion sur la matière, sur la terre, et qui est passionnante en fait. Alors, pour essayer de conclure, non mais je savais que je serais trop long. Ah, voilà, je vais conclure sur les rapports. Ça, si vous pouvez voir ça un jour, Derek Jarman, c'est un jardin qui se trouve en Angleterre. Vous l'avez vu, non? Non, mais je suis sur Moyen. Bah, allez-y, mais alors c'est le désert de Gobi, quoi. Vous êtes au pied d'une centrale nucléaire. C'est incroyable. Mais comment? Il était malade. Oui, il est mort là. Et il avait le sida à l'époque et il est resté 3 ou 4 ans et il a créé ce jardin improbable. C'est très émouvant en fait d'y aller sous cette vous êtes cette centrale nucléaire au loin, la mer juste devant, presque rien. Le jardin il est fait de caillasses, de morceaux de ferraille. Enfin j'y suis allé il y a une vingtaine d'années. Il était déjà mort. Ouais. Enfin voilà. Bon ça je vous en aurais parlé autrement et voilà. Ah oui. Voilà. Je pense que là, ça serait intéressant. Les artistes donc qui inscrivent leurs œuvres dans les paysages, ils les intègrent parfois comme une composante essentielle. Et les paysagistes héritent d'une syntaxe visuelle qui appartient, on le sait, à l'histoire de l'art et dont ils se servent plus ou moins consciemment dans leur travail. Alors, sans parler de Hubert Robert, du Lorrain, etc. On voit bien qu'il y a des interférences intéressantes et il faudrait les traquer un peu. Hein, quand on voit comment Roberto Burle-Marx, qui était peintre aussi, paysagiste, mais chanteur d'opéra, etc., qui avait tous les talents, quand on voit aujourd'hui les images de référence qui sont les siennes, au fond, sans qu'ils le disent nécessairement, on voit très bien que ce sont des gens comme Harpe ou Miro qui l'ont impressionné. Et d'ailleurs, ces références, elles sortent de plus en plus à mesure que le temps passe et on voit bien de qui il est contemporain, en quelque sorte. Personne n'échappe à ça. Aucun. Alors, d'où, je trouve, moi c'est ce que je conseille beaucoup souvent aux jeunes paysagistes, plutôt que d'être pris pris par surprise en quelque sorte, si c'est pas exactement le cas, mais d'être pris par la masse de références qui nous pousse et nous mobilise
inconsciemment, d'être maître de nos références et donc de regarder les œuvres, de regarder beaucoup d'art contemporain, de regarder beaucoup d'artistes qui travaillent et qui sont actifs au même moment où on fait des œuvres, parce qu'en fait, de toute façon, tout ça circule et tout ça imprègne les projets, et il vaut mieux que ça soit maîtrisé que simplement subi. Alors, on voit bien qu'il y a des artistes qui sont vraiment dans la revendication d'un certain nombre de références, mais on voit aussi d'autres qui sont totalement liés à ces références, comme imbibés d'elles sans en être tout à fait conscients, quoi. Alors, il est certain que probablement, plutôt que, alors si on regarde une génération de paysagistes plus anciennes, hein, même Corageau par exemple, ou des gens comme ça, c'est plutôt la peinture hein, qui est leur lieu de référence, les images de peinture. Mais aujourd'hui, je pense que on pense plus en termes d'espace que d'image. Et les sculpteurs des années 60 sont devenus pour les paysagistes contemporains un thème d'inspiration plus important. Ainsi, par exemple, non, est-ce que j'ai mis ça? Non, ah oui, la Tanner Fountain de Peter Walker, qu'il a réalisé à Harvard avec la collaboration de John Brigham, sur le campus en 1984, évoque immanquablement quelqu'un comme Richard Long. On voit bien que qu'il a beaucoup regardé ça, et c'est beaucoup plus ce genre de modèle lié à ces interventions d'artistes dans le paysage, de sculpteurs entre guillemets, même si le mot sculpture en fait est obsolète à sa point de vue. Hein, on peut difficilement parler de sculpture avec Richard Long. C'est quelque chose qui appartient au champ élargi de la sculpture, mais qui n'est pas vraiment de la sculpture. Volume, enfin ce que vous voulez. En tout cas, c'est ça que Peter Walker a regardé certainement pour faire cette Tanner Fontaine. Ça, c'est par exemple une œuvre de George Hargrave qui vous fait penser forcément au Lightning Field. C'est un emprunt, d'ailleurs, pas vraiment avoué en réalité, que je trouve un peu, comment dire, je ne sais pas, j'aime pas beaucoup cette œuvre à cause de ça, quoi. C'est qu'elle a pas beaucoup de, c'est une citation planquée, quoi, une citation masquée, en fait, de quelque chose qui du coup est une déficience, je trouve. Alors, pour finir, j'aimerais bien aborder Robert Irwin et cette façon dont il a cherché à réfléchir au site. Il a distingué en fait le rapport de la sculpture au site ou des œuvres en volume au site en les distinguant selon trois types de catégories, en s'interrogeant sur ce que pourrait être un art phénoménal ou conditionnel, c'est-à-dire qui prend en compte le changement auquel nous prêtons plus ou moins d'attention. Un art conçu par rapport à son environnement, mais entretenant avec lui un certain nombre de relations déterminées. Et c'est dans ce cadre qu'il a conçu donc une typologie pour classer les œuvres par rapport aussi dans 4 catégories. Alors ça, je vous montre une œuvre de lui-même, mais bon, qui n'a pas directement de rapport à ce que je vais décrire. Ces 4 catégories sont, la première, dominant le site. L'exemple plus clair, c'est Henry Moore, par exemple, hein, sculpture dans la nature, dominant le site. C'est-à-dire, elles sont là, elles pourraient être ailleurs, mais elles sont inscrites dans ce site, encore une fois, pas faites pour lui. La deuxième catégorie, c'est ajusté au site, à son échelle, à son contexte. Alors, l'exemple qu'il donne d'ailleurs lui-même, c'est celle de la sculpture donc de Marc di Suvero, mais qui est néanmoins réalisée d'abord en atelier, puis transportée sur place.
Puis le troisième exemple, la troisième catégorie, c'est site-spécifique, c'est-à-dire spécifique au site. C'est évidemment Richard Serra. C'est lui le plus emblématique de cette catégorie. C'est-à-dire qu'en fait, Richard Serra, quand il réalise Tilted Arc, il le réalise pour le Federal Plaza à Manhattan. Sauf que vous connaissez l'histoire, ça a été retoqué en quelque sorte, ça a été installé, et puis au bout de quelques années, il y a eu des plaintes, les gens disaient qu'il se passait des choses louches, d'ailleurs, cet acier Corten, que ça bouchait la vue, enfin mille choses qui ont fait que, au bout du compte, alors que cette œuvre est commandée officiellement, elle a dû être démontée. Les habitants, des usagers s'étant plaints et ayant demandé que ce qu'ils avaient plébiscité soit défait. Et donc pour Serra, c'était la fin de l'œuvre, parce qu'elle avait été faite pour ce site. Donc elle n'a pas de sens ailleurs, quoi. Elle est site spécifique, elle est faite pour ça. Et Irwin, lui, il plaide pour ce qu'il appelle un site art, un art du site, qu'il préfère à l'expression un peu fourre-tout selon lui, il dit bouillabaisse d'ailleurs, l'expression bouillabaisse d'art public. Et cette conception qu'il a correspond absolument à la pratique des paysagistes qui ne cherchent pas à s'intégrer dans le site, mais à le manifester comme tel, en lui redonnant sa profonde identité, si on peut dire. Et si bien qu'on peut utiliser... Alors, en réalité, l'ensemble de ces catégories que j'ai évoquées chez Irving pour essayer de comprendre comment les paysages, les jardins, les installations ont pu être faits dans l'espace public. Et alors, pour finir, parce qu'il faut que je finisse, je dirais que les artistes qui inscrivent leurs œuvres dans les paysages les intègrent parfois comme une composante essentielle. Et les paysagistes héritent d'une syntaxe visuelle qui appartient à l'histoire de l'art, ce dont je parlais tout à l'heure, et une syntaxe dont ils se servent plus ou moins consciemment dans leur travail. Les artistes comme les paysagistes nous apprennent d'une certaine façon comment regarder les paysages. Et souvent ceux qui nous sont les plus familiers. C'est clair qu'on voit beaucoup mieux parfois à travers les réalisations de paysagistes ou d'artistes. Parce que personne ne vit vraiment dans le paysage. Pour voir un paysage, nous avons besoin d'un certain recul, d'une distance qui n'est pas seulement physique, mais aussi intellectuelle. Il faut que nous soyons comme décalés à côté ou derrière lui. Un paysage, c'est quelque chose que l'on traverse, ce que l'on peut comprendre aux deux sens du mot, à travers ou au travers. Dans le premier sens, à travers, en le parcourant. Si bien qu'on éprouve ses dimensions par rapport à notre pas, mais aussi à notre œil, à sa complexe organisation. La géométrie des formes capturées par notre regard mobile en détermine le cadre. La volonté de s'approcher ou de s'éloigner, d'en produire une représentation. Tout cela nous permet d'en comprendre la dialectique corps-horizon. Et cette traversée, elle est physique aussi bien que mentale. Elle suppose des techniques de distanciation, journal de bord, carnet de croquis ou de transposition paysagère, comme on peut pratiquer au Japon, par exemple, celle qu'on appelle le mitaretu, dont parle Augustin Berg, qui consiste à voir comme tel paysage, comme s'il était un autre paysage, qui lui servait de référence. Ça, c'est une de ces techniques. Dans le second sens, on passe au travers du paysage. Et c'est ce que font les paysagistes. En lisant le paysage, entre guillemets, ils en dévoilent la structure interne. Ils en font l'archéologie. Et à partir de là, à partir de cette histoire géomorphologique, de ces sédimentations temporelles, ils réactivent tel ou tel de ces aspects en fonction de nécessités sociales, économiques, écologiques. Ils regardent, au fond, on peut dire, monter par transparence ces structures élémentaires et le reflux de leur histoire. C'est la première différence entre paysagiste et artiste, mais elle est de degré et pas vraiment de nature, parce que le regard des artistes emprunte
au fond, des paysagistes, je veux dire, empruntent aux artistes et vice-versa. Les paysagistes, en effet, ne se contentent pas d'une simple lecture ni d'une action littérale sur le paysage, ils l'inventent à leur tour. Et c'est là que jouent plus ou moins consciemment pour eux les schèmes artistiques dont ils héritent, le plus souvent sans les produire eux-mêmes. Alors l'autre différence, me semble-t-il, c'est que, et je vais finir avec ça, c'est que l'intervention des paysagistes tend à s'effacer au profit du lieu qu'elle est censée servir, cette intervention. Alors que l'artiste se sert plutôt de ce lieu pour jouer avec le caractère artefactuel de ces objets et les mettre en valeur. Le travail, par exemple, de Nancy Holt, de ce point de vue, est assez caractéristique. Si vous voyez les réalisations qu'elle a pu faire dans l'espace public, on retrouve son vocabulaire, ses oculiers, etc. Une autre artiste, dont j'ai parlé tout à l'heure, Mary Meese, Mary Meese est plus proche, me semble-t-il, dans sa démarche d'une approche de paysagiste. D'ailleurs, elle est devenue paysagiste, elle a refait des études de paysagiste, déclare à propos de Greenwood Pond, Double Site, ce qui m'intéresse, c'est elle qui parle, c'est l'accumulation et l'effet d'expérience physique et visuelle que vous avez lorsque vous parcourez le site. Si ça n'agissait pas à ce niveau psychologique, émotionnel et spatial, si ça permettait seulement une vue sur ce terrain humide, ça ne m'intéresserait pas. Et donc le paysage n'est pas une fin en soi, il est un lieu d'expérience privilégié, mais il n'est pas l'unique ni même le principal sujet de l'art. Ce que l'artiste cherche à atteindre à travers ses installations, il faudrait que je les détaille, là on peut s'asseoir, vous voyez, être au niveau de l'eau, etc. Mais enfin, peu importe. Ce que l'artiste cherche à atteindre à travers ses installations, c'est un certain rapport du promeneur à la nature, et d'abord à ce qu'il peut entendre comme étant sa propre nature, en tout cas une expérience du dehors, qui renvoie à notre psyché le plus intime. Et on comprend néanmoins pourquoi la nature et les jardins en particulier intéressent les artistes aujourd'hui. Parce que c'est le processus plus que l'objet qui est ici en jeu. Ce qui les rapproche d'ailleurs des paysagistes. Mais d'autres paramètres peuvent entrer en ligne de compte que j'ai pas le temps de détailler. Ça serait très intéressant de voir ce que voilà, cette œuvre de Irving, Little Ark, qui est en fait la reprise de chemins d'usage sur ce site qui ont été... Alors ça, c'est simplement ce que ça évoque, parce que c'est la maquette qui pourrait vous le faire comprendre. C'est cette maquette où il a été requis par le dean de l'université pour faire un jardin, et lui, il s'est contenté de reprendre les traces des marcheurs et d'installer des espèces de bancs sur le long des chemins qui avaient été ainsi tracés par eux. Irving, au fond, révèle ce qui existe, met en évidence une structure qui résulte de pratiques collectives. Ça a été retoqué, d'ailleurs, il n'a pas pu le faire, mais toute la polémique autour de ça est intéressante. En tout cas, bon nombre de jardins sont là comme ils pourraient être n'importe où ailleurs, même s'ils tirent parti du site dans lequel ils s'inscrivent. En revanche, ce n'est ni le cas pour les projets paysagers, ni non plus pour un certain nombre de réalisations paysagères qui ne sont pas spécialement en prise avec le monde de l'art. En fait, les artistes qui travaillent dans la nature depuis ces 30 dernières années ou non, ont moins fourni un vocabulaire formel aux paysagistes contemporains, je dirais, qu'ils n'ont permis une certaine attitude face à elle, même si cette attitude est parfois perçue comme contradictoire. Certains artistes, en effet, n'ont pas hésité à entamer de grands travaux en transformant le site en œuvre, comme Heiser, Espison. D'autres comme Richard Long, Fulton ou Goldrossi, par exemple, souvent critiques d'ailleurs des premiers, se sont contentés de quelques traces laissées à la surface du paysage et enregistrées par l'appareil photographique. Les premiers ont été accusés de bouleverser indûment le paysage, de le violenter, mais comme ils l'ont eux-mêmes expliqué, ils n'ont fait qu'en canaliser et en guider, je pense, les transformations naturelles sans en bouleverser l'écologie. Les seconds, dans la lignée d'artistes comme John Cage, qui a peut-être donné le ton avec ses Imaginary Landscape en 39, à partir de 39, ont redonné une réalité mentale au paysage. Mais les uns comme les autres auront permis, je pense, à nos contemporains de regarder ce paysage autrement.
Ce sont donc, au fond, les paysagistes aux prises avec les contraintes de la commande et avec les réalités économiques du moment. Ce dont je dirais, eux, ces paysagistes, devraient savoir tirer le meilleur parti. Voilà, merci. Pardon, j'étais un peu long. Merci beaucoup. Moi, j'ai beaucoup apprécié le fait de prendre les œuvres de Landart pour nous expliquer, pour nous tenter de raconter les mille et une façons de faire du paysage et surtout cette idée de phénoménologie du paysage. Je trouve ça très intéressant. Parce qu'à partir de ces œuvres, effectivement, on peut parler de toutes ces thématiques qui sont l'échelle, le site, l'art du site, comme tu dis, effectivement, l'observation, la perception, tous ces éléments qui font partie du projet de paysage, de la démarche de paysage, de cette approche. Et donc, finalement, de partir des œuvres de Landart, ça nous aide beaucoup, je trouve, à commencer à élaborer ce lexique de phénoménologie du paysage. C'est très intéressant. Merci beaucoup. Peut-être qu'il y a des questions, des remarques. J'avais juste envie de poser une question plus qui m'intéressait par rapport à ton parcours. Il y en a deux. Donc, c'était quoi ta première rencontre Landart et ta première rencontre Landscape? Alors, ma première rencontre avec le Landart, c'est quand à la Villa Médicis, j'étais avec Michel Desvignes et je regardais Michel en train de faire ses jardins que j'ai appelés élémentaires, puisque j'ai écrit le texte ensuite du catalogue qu'il avait produit, et que pour mieux comprendre ce qu'il faisait, j'ai commencé à m'intéresser à ce que je connaissais à peine quelques noms, qui étaient donc le Landart, les artistes du Landart. Il se trouve qu'il y avait avec nous à la villa Georges Rousse. Et Georges Rousse, qu'on voyait assez peu, mais qu'on voyait de temps en temps, m'a un jour parlé quand je lui ai évoqué les artistes de Landart, il m'a dit « mais tu devrais regarder, il y a un catalogue de Heiser qui s'appelle Sculpture in Reverse, exposition de 85, donc qui était peu de temps avant que je sois à la villa. Et regarde ce catalogue. Et j'ai regardé, c'est un catalogue magnifique, avec le seul entretien de Heiser, parce qu'il n'écrit pas, il se livre très peu, mais un très long entretien, et une disposition, d'ailleurs, du catalogue, sur 3 colonnes, qui m'a tout de suite donné l'idée de faire un livre qui serait bâti de la même façon. Donc après, revenu à Paris, j'ai essayé de faire un petit livre. Pour une petite collection, ça n'a pas marché. Ensuite, j'ai été mordu, donc j'ai commencé à me dire, je vais pouvoir faire un gros livre, peut-être. Et je suis allé voir des éditeurs, personne ne voulait. Des tas de pierres, des tas de cailloux, donc ça intéressait personne. Et je suis tombé, alors, au bout d'un moment, grâce à mon ami Patrick Feigenbaum, qui était là-bas, qui m'a pris, je suis pas tombé, enfin, il m'a fait rencontrer Dominique Carré, qui était un jeune éditeur. Je lui ai exposé brièvement la chose, il m'a dit, génial, on le fait. Donc, différence énorme, et on a fait le livre. Ça a été beaucoup de travail avec Xavier Barral, qui était aux commandes pour faire Xavier Barral. Ceux qui connaissent la photographie connaissent l'éditeur sans doute, un excellent éditeur, mais à l'époque il était simplement, il était graphiste, disons, il n'était pas encore éditeur, et il faisait déjà un travail magnifique, et c'est comme ça qu'à tous les 3 on a travaillé. Et l'autre chose, tu m'as demandé quoi avec le paysage? En fait, tu as répondu finalement parce que j'ai l'impression que c'était lors de cette Villa Médicis qu'il y a eu une rencontre avec le paysagiste Michel Desvignes et brusquement cette envie de travailler sur Landart elle est venue en même temps en fait. Oui, donc, c'est peut-être c'est par cette rencontre avec un paysagiste français que finalement tu as fait cette recherche sur le Landart et sur tous ces artistes américains. Oui. C'est intéressant de le voir dans ce sens-là aussi. Alors, j'ai une autre formation, comme je suis philosophe classique, si on peut dire, de formation, et que je suis aussi littéraire, je m'étais beaucoup intéressé au paysage dans le romantisme allemand. J'ai fait ma thèse sur le romantisme allemand. Et donc, le romantisme allemand, j'avais beaucoup regardé. Alors, l'image que je vous ai montrée, par exemple, de Friedrich, évidemment, m'est familière, mais je n'avais pas d'accès au paysage à travers la pratique des paysagistes. Je ne connaissais pas ça. Et c'est grâce à Michel, en fait, après que j'ai rencontré tout le monde, donc en fait, il y a un petit côté aussi littéraire, enfin quand même, pas qu'un petit, parce qu'il est très présent chez moi, mais enfin qui m'a guidé, disons, vers ça.
Ok, très bien, merci, c'est intéressant. Est-ce que vous avez des questions ou des remarques? Oui. Oui, au tout début, vous avez mentionné l'école de Bernard Lassus, Alain Roger, sur la relation art et paysage. Je voulais savoir ce que vous pensiez, ça a été un peu plus actualisé, je dirais, par François Julien, sur cette relation de l'art qui intensifie le territoire et qui le promeut en paysage. Qu'est-ce que je pense de cette idée? Je pense qu'elle est juste. Je pense qu'elle est très juste. Effectivement, ça, pour moi, ça se. Alors, sauf si ce sont des objets qui, comme ça arrive assez souvent aussi, hein, n'ont pas, comment dire, une intelligence de l'espace et qui sont interchangeables. C'est-à-dire que ce qui m'intéresse dans l'art du paysage, c'est qu'il soit fait pour un site, un lieu donné, et que c'est pour ça que dans les catégories de Irving que j'ai montrées, Moore, j'ai beaucoup d'admiration pour le sculpteur, mais il m'intéresse beaucoup moins en réalité, lui, comme ceux qui ont travaillé de cette façon, par rapport au paysage. Ce qui m'a fasciné dans le land art, c'était justement cette intégration, cette prise en compte, cette espèce de cette dialectique en fait entre paysage et sculpture. Je voulais juste donner un exemple, celui de Christo et Jeanne sur le Running Fence. Je suis jamais allé sur le site, mais j'ai l'impression que justement le travail de Running Fence a transformé en paysage, a promu le territoire qui est assez aride, si j'ai bien compris, en paysage. D'autant plus qu'aujourd'hui, et c'est pas que l'art qui peut faire ça. Actuellement, c'est 40 km d'éoliennes. Et je trouvais qu'il y avait une certaine, une force prémonitoire des Christo et Jeanne. Oui. Oui. Bonjour. Pensez-vous qu'il soit possible de lier le land art à des usages, d'une part, à des usages contemporains? Moi, en tant que paysagiste concepteur, c'est, je pense, une évidence que de dire que les paysagistes se préoccupent de l'usage. Et on sait que les paysages ont été formés depuis la nuit des temps par les usages, d'ailleurs. Mais je pense, en tant que paysagiste conseil de l'État, quand je suis, confronté à des schémas éoliens ou à des projets de panneaux photovoltaïques, je suis dans la Marne là, en ce moment, avec les nouvelles mesures agri-environnementales, où on voit des projets de 30 hectares de panneaux photovoltaïques, ou bien des tartinages de mâts éoliennes, et je me lamente sans arrêt parce qu'il y a aucun projet, il n'y a pas de projet de paysage. Alors que je me dis que là, ce seraient des endroits fantastiques pour faire vraiment du land art sur ces paysages avec des horizons qui sont très larges, des paysages qu'on appelle des paysages en mosaïque, notamment en ce moment où on a toutes les floraisons possibles et inimaginables, où l'élément, le pixel du paysage, c'est 10 hectares au moins, quoi. En fait, voilà. Est-ce que c'est pour vous une approche qui soit possible? Et moi, ma réponse, c'est j'aimerais bien qu'il y ait des gens qui s'occupent de paysages qui viennent voir dans ces gens, dans ce type d'intervention. Oui, c'est certainement possible, et ça suppose comment dire. Ah bon, il y a deux choses auxquelles je pense. Il y a la première chose qui est l'installation technique d'éléments qui peuvent laisser penser qu'on défigure le paysage et qui, au bout d'un certain temps, sont absorbés dans une sorte de familiarité, d'esthétique qui peut, comme on voit les gares autrefois, au XIXe siècle, comme on voit qui scandalisait les gens, comme l'architecture de fer, comme je me souviens encore quand j'allais à la fondation Royaumont, tout près, il y a des champs entiers de pylônes gigantesques, électriques, qui ont une certaine qualité en fait, je trouve. Mais ce qui n'est pas forcément du goût de tout le monde, quoique peut-être qu'aujourd'hui ils sont un peu plus acclimatés. Bon, ça c'est une question et c'est une forme de, ce sont des modèles d'un certain genre, mais l'autre question
qui correspond à votre interrogation, c'est qu'est-ce qu'on peut faire avec ça, en effet. Certainement quelque chose, mais à condition de l'étudier attentivement et d'avoir un projet ambitieux. Je me souviens que Robert Smithson, pour revenir à lui, puisqu'on parle de land art, il avait fait des projets d'art aérien, d'art autour de l'aéroport régional de Dallas, et il avait voulu faire, il a fait un texte d'ailleurs là-dessus. Si vous aviez vu l'exposition sur comment elle s'appelait d'ailleurs, art aérien, je crois, au Centre Pompidou-Metz, on pouvait voir ce projet. Il l'a jamais réalisé, hein, mais c'était l'idée de pouvoir travailler avec des technologies particulières, des visibilités quand les avions atterrissaient, décollaient, et transformer le paysage à cette hauteur-là. Mais aussi pour les gens qui étaient dans l'aéroport avec des systèmes de caméras. Bon, c'était très ambitieux, c'était il y a 50 ans. Alors, par rapport à ce que vous dites, pourquoi pas? Je pense qu'un artiste qui a une certaine puissance de vision et pourrait tirer parti avec peut-être des ingénieurs de quelque chose qui technologiquement peut défigurer totalement le paysage. Beaucoup de gens s'en plaignent, même d'un point de vue sonore. Je sais que c'est compliqué, mais qui peut aussi être faire comme une véritable installation. C'est une intelligence à laquelle il faudrait peut-être recourir. Moi, je me dis que il y a certains projets que je trouve sans intérêt, qui sont des choses vues d'avion et puis qui sont comme ça, une sorte de dessin au sol qui est très plat, qui reprennent des formes classiques. Mais le projet d'éolienne, moi, je trouve ça assez excitant en fait, un vrai défi en réalité, parce que il part avec 90% d'a priori négatif. Hein. Donc quelqu'un qui saurait faire quelque chose avec ça, c'est possible. Je dis pas que c'est pas possible. Moi, personnellement, mais voilà, je suis pas paysagiste, mais je vois bien quand même, j'en connais assez pour penser qu'il y a un certain nombre de gens qui pourraient réaliser, mais à la fois, il faut vraiment une vision, je pense qu'il faudrait un artiste, peut-être une équipe avec des artistes, des paysagistes qui arrivent à comprendre ce qu'on peut faire de ça. Ouais, par rapport à l'objet dans le paysage, l'orientation, etc. Et c'est vrai que le sujet de l'éolienne est un sujet land art, en fait, hein, qui devrait être traité comme ça. Et moi, j'ai bien aimé aussi, dans ce que tu nous as présenté, cette notion d'esthétique du désastre. Et donc, est-ce qu'avec les éoliennes et la manière dont on les implante aujourd'hui, plutôt en quantitative, avec des questions de paysage qui n'en sont pas, d'esthétique qui n'en sont pas, c'est vrai qu'il y a de quoi démêler là sur la question de l'esthétique. Il y avait une autre demande ici. Non, il n'y a rien à faire, c'est juste pour qu'on vous enregistre. Bonjour. On a vu ensemble comment les visions d'artistique et aussi les visions paysagistes s'entremêlent et s'inspirent mutuellement. Et on a vu également que le land art, tel que dans le sens strict, était vraiment dans une période historique très courte. Mais j'aurais aimé savoir, à titre personnel, quelle intervention contemporaine vous a ému. Quelle intervention contemporaine vous a ému? M'a plu. T'as ému? Oui, ému. Plus. Ému. Ému, au sens positif ou même négatif. Et quelle intervention vous a vraiment créé un sentiment profond, une réaction intense? D'abord, il y a une chose qui plaide pour le land art. Il faut dire que ce sont des espaces extraordinaires. C'est un art qui est principalement, mais pas uniquement américain. Il peut être anglais, hollandais, etc. Mais les étendues gigantesques dans lesquelles ces œuvres ont pu être réalisées, déjà en elles-mêmes, sont fascinantes, quoi. Donc quand vous allez voir ces œuvres, vous avez une émotion monstrueuse, quoi. C'est pas une émotion énorme. Et si vous êtes sensible à ces échelles, c'est certain que vous pouvez pas. Vous êtes conquis. Alors bien sûr, on peut être critique sur certaines réalisations, on se demande si ça marche, si c'est à l'échelle, pas à l'échelle, etc. Bon. Alors pour votre question, je réfléchis. Qu'est-ce qui m'aurait ému? Il y a souvent quelque chose, vous me prenez de court là, mais qu'est-ce qui m'a le plus interpellé récemment? Peut-être. Comment dire? Il y a. Je
crois que me plaisent néanmoins, parce que j'ai dit que le land art était quelque chose qui est circonscrit dans le temps, hein, pour moi. Je pense qu'il y a des œuvres que l'on peut voir aujourd'hui de taille beaucoup plus réduite, des œuvres éphémères, qui ressemblent peut-être à des interventions dans des jardins, des œuvres assez délicates qui me touchent peut-être davantage au fond que ces grandes réalisations qui sont fascinantes bien sûr, mais qui sont aussi encore une fois à l'échelle des paysages dans lesquels elles ont été produites. Et je crois que on a au fond intérêt avec l'art dans la nature aussi aujourd'hui à trouver ce qui nous correspond plus, ce qui est alors écologiquement intéressant bien sûr, mais c'est pas seulement ces mots d'ordre-là qui m'intéressent, c'est ce qui esthétiquement peut traduire nos préoccupations aussi bien esthétiques qu'écologiques, que sociales, que des lieux de rencontre, des lieux où on peut se sentir bien, des lieux qui empruntent en effet au jardin, mais qui ne sont pas seulement des jardins, où la sculpture est là, où des morceaux d'architecture éventuellement, mais qui ressemblent plus à des cabanes qu'à autre chose. Enfin bon, vous voyez, ce genre de choses, quoi. Et les lieux du commun, je dirais, c'est ça qui pourrait me toucher le plus, en fait. Et est-ce que j'en ai vu beaucoup? Sans doute pas, mais j'en ai vu, je pense. Là, on m'a demandé, par exemple, d'aller faire une sorte de reconnaissance. Je sais pas si vous connaissez Joseph Delteil, qui était un écrivain qui est des surréalistes et qui est parti dans les Cévennes, dans les Corbières, pardon. Personnage incroyable, un poète merveilleux, et il vivait c'est un fils de charbonnier, il vivait dans une sorte de cabane. C'est pas une cabane en réalité, mais c'est une maison effondrée en réalité, mais bref, ils veulent faire quelque chose. C'est les nouveaux commanditaires. Vous connaissez ce système des nouveaux commanditaires, c'est-à-dire que c'est des gens comme vous et moi qui avons envie à un moment donné de nous réunir pour faire une commande publique pour avoir une œuvre chez nous, quelque part. Et donc, ces gens de cette commune, où vivait Delteil, ils sont devenus nouveaux commanditaires, sont 7 ou 8. C'est très touchant d'ailleurs de voir comment ils se sont investis là-dedans, et ils veulent faire quelque chose de cette cabane, des restes de cette cabane. Et donc, l'idée, c'est qu'est-ce qu'on fait avec ça, comment on en fait un lieu commun, comment on fait au sens propre, et j'avoue que j'étais très saisi par la manière dont tous ces gens il y avait une jeune femme qui était dans une école d'art, mais tous les autres font 1000 choses très différentes qui n'ont rien à voir avec tout ça, étaient investis dans ce projet, un projet commun pour faire un lieu, produire un lieu dans lequel il pourrait y avoir des interventions, de la musique, des écritures, enfin bon, peu importe, toutes sortes de choses auxquelles on a réfléchi. J'avoue que si émotion il y a, c'est davantage dans ce partage-là que dans des réalisations monumentales que je peux voir, même si celle-ci m'intéresse beaucoup, mais ou me touche, mais elles s'appartiennent au passé. En repensant à la question de tout à l'heure, la question du paysagiste par rapport au champ d'éoliennes, moi ça m'a tout de suite fait penser à un travail qu'a fait Adeline Lawson sur le Land Reclamation et qui citait Smithson et Robert Morris qui justement se moquent un petit peu des commandes parfois un peu absurdes où on cherche à récupérer les artistes pour faire passer des projets justement qui sont de l'ordre du désastre en fait. Et donc ils vont faire une œuvre qui, une fois que l'industriel est arrivé au creux du champ une espèce de mine qu'il a fabriqué, bah, il se retrouve dans un paysage affreux, il se dit mais merde les artistes, qu'est-ce que vous avez fait? Je vous ai commandé une œuvre, mais en fait vous me retournez ce que j'ai fait en produisant une œuvre qui est de l'ordre du désastre et qui renvoie à un autre désastre industriel. Donc sur cette question du Land Reclamation, qui est quand même le dernier projet de Smithson, finalement, qui verra pas les jours sous sa vie, puisqu'il meurt en 73, je pense que c'est quelque chose peut-être où il y aurait des choses à dire, dans le sens où peut-être les artistes, enfin la différence, moi en tant qu'architecte je me suis posé beaucoup cette question-là, quelle est la différence entre l'architecte et l'artiste? On peut aussi se poser la question, quelle est la différence entre le paysagiste et l'artiste aujourd'hui, à qui on commande des projets qui vont parfois être très bien, mais parfois le paysagiste va se retrouver à son insu, parce qu'il y a une commande, parce qu'il faut bouffer, faire sortir un projet pour un projet politique, et derrière, je pense qu'en fait c'est plutôt pas une remarque, c'est plutôt une mise en garde smithsonienne,
permettez-vous de retourner la commande et de dire plus que ce que le politique ou le commanditaire ou le maître d'ouvrage privé vous impose presque de faire pour lui. Oui, oui, bien sûr, et c'est toute l'ambiguïté de certaines interventions que je peux pas entièrement blâmer, mais que je blâme au fond. C'est une dimension éthique quasiment, parce que il y a des gens, il faut qu'ils vivent, et donc ils vont répondre à la commande à toute force. Mais moi, ce qui me plaît davantage, c'est ceux qui disent on fait rien, quoi. Il y a des gens qui disent non, le site est parfait, on va rien faire. C'est pourquoi vous voulez intervenir. Ça arrive, hein, il y a des paysagistes qui disent ça, enfin j'en connais. Hein. Et ça m'apparaît après évaluation du lieu, du site, quelque chose de beaucoup plus intéressant et de beaucoup plus artistique d'un certain point de vue que de faire quelque chose à tout prix. Et alors pour le Land Reclamation Art, pour tous les problèmes de conservation et de restauration des œuvres, ça pose évidemment toutes sortes de questions qui ont été évoquées depuis très longtemps. Comment l'idée, c'est pas de remettre un site en l'état, parce que dans ce cas-là, on met sous le tapis tous les problèmes, et puis on fait comme si ça n'avait jamais été un site érodé, gravement endommagé, etc. La force des interventions artistiques, je trouve, quand elles sont bien pensées, c'est au contraire, de manifester ce qui s'est passé, l'histoire du site. Donc, ces failles, ces brisures, ces cicatrices, de ne pas les éviter, quoi, de tirer parti de ces cicatrices pour faire quelque chose ensuite qui raconte cette histoire. Et c'est toute la difficulté et je pense pour un jeune paysagiste d'ailleurs, de le comprendre et de le faire. Et là, c'est tout à son honneur en même temps de ne pas avoir escamoté cette question, quoi. Oui, non, par rapport aux questions, il y en a beaucoup autour des éoliennes, et quelques-unes, une du moins sur les photopiles. Je trouve la question, elle n'est pas là. De toute façon, on n'a pas le choix. Il faut des éoliennes, il faut des photopiles. Sinon, on a les déchets nucléaires. Donc, il n'y a pas le choix. Et on est très fort. On est capable de faire des choses pour même pas intégrer, pour simplement que ça fasse partie du paysage. Je pense qu'il y a plein de choses qui n'existaient pas avant, que maintenant on trouve ça, comme vous disiez, ordinaire dans le paysage. Mais là, surtout, c'est qu'on n'a pas le choix. Il faut des photopiles, et donc des hectares de photopiles, des milliers d'éoliennes, c'est tout. C'est à nous de trouver la solution. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de travail pour les artistes et les paysagistes là-dessus. Ouais, c'est vrai. Merci à tous, merci beaucoup, et puis merci encore à vous.